vers l'âge de 38 ans à peu près, où j'ai commencé à travailler un peu plus dans le doublage. Tu vois, j'étais pas jeune, j'étais pas vieux. Comme George Clooney. T'as fleuri tardivement. On n'a pas la même carrière. Oh, Ouais. t'as fait plus de trucs que lui. Hein. Appelé le Guinness, Martial Leminou est sans aucun doute le recordman français du nombre de personnages interprétés dans les jeux vidéo. Même quand on le sait, on n'est toujours pas prêt. Le professeur Layton, Clank de Ratchet et Clank, Thrall est le grand bricoleur mécanivelle dans World of Warcraft, le docteur Neocortex dans Crash Bandicoot, l'homme mystère dans les Batman Arkham, Murphy dans les Rayman, Fox McCloud dans les Star Fox, Clive dans Runaway, Voldemort dans Harry Potter à l'école des sorciers, le médic dans Team Fortress, Jonas Palmer dans Fallout 3, Louis dans Left 4 Dead, Helios dans God of War Chains of Olympus, Johnston dans Dead Space, Nefertiti dans Borderlands, Corky, Dr Mundo, Malzahar, Maokai, Olaf et Twitch dans League of Legends, le capitaine Bailey dans Mass Effect 2, le Getter dans Darksiders, Robert McNamara dans Call of Duty Black Ops, Dr Narud dans StarCraft 2, il est aussi dans Vanquish, Fallout New Vegas, Duke Nukem Forever, Portal 2, Star Wars The Old Republic, Resident Evil 6 et 7, Remember Me, La Terre du Milieu, L'Ombre du Mordor, FF14 et 15 et 7 remakes, The Witcher 1, 2 et 3, Destiny, Halo 3, 4, 5, Yokai Watch, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Origins, Fortnite, Black Sad, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Diablo 4, Starfield, Helldivers 2, Monster Hunter Wilds, Doom the Dark Ages. Attendez, je dois reprendre mon souffle. Ne cherchez pas, il est dans tout. Martial dirige jeux vidéo mais aussi dessins animés tels que Le Manège Enchanté, Les Mystérieuses Cités d'Or, La Patte Patrouille, Miraculous, Last Man, Oscar et Malika. Le transformiste buccal vient nous rendre visite après une grosse journée et en entendant son timbre fatigué, vous pourrez constater à quel point il se donne sans compter pour ce métier qu'il aime tant. Martial. Mathieu, Ouais, salut, ça va bien. ça va et toi? Dis donc, je me rends compte que j'enregistre super fort, donc je suis en train de baisser le... Bon, je suis ravi de te recevoir, déjà parce que t'es l'un des gars les plus sympas du métier. Ah ouais? Je connais pas une seule personne qui dirait « Ouais, Martial, c'est vraiment un connard. Ah, j'ai des noms. » Ouais, c'est vrai, t'en as deux, trois. Tu me donneras la liste, et je dirais « Bah, prouvez-le. » Quel est ton secret pour être sympa? Le chocolat. Ah ouais, bah écoute, je t'en ai même pas amené, alors faut juste y penser en fait. Ouais, il faut le manger aussi. Faut le manger. Beaucoup le matin, un peu le soir. Pas trop le matin, mais toute la journée. Ok, ça roule. Bon, on sent que t'es heureux de faire ton métier. Oui. Qu'est-ce qui fait que t'as la banane quand tu te lèves le matin, à part le chocolat? Eh ben, en fait, je suis en effet ravi de faire ce métier. J'ai de la chance, comme plein de gens qui aiment leur métier. C'est que tu te lèves et que tu es content d'aller bosser. Parce que tu vas retrouver des personnages que tu connais pas, tu vas en créer certains, tu vas t'amuser. Des fois, tu vas pleurer, des fois, tu vas pas être content de ton travail, des fois, tu vas être content. Tu vas avoir plein de situations différentes, mais c'est toujours agréable. C'est le fait d'avoir une petite surprise comme ça, d'avoir un Kinder Surprise qui t'attend quelque part? Non, c'est le fait, déjà, tu vas aller bosser avec des gens, avec des humains, des gens que tu connais un petit peu, ou plus ou moins selon les gens, depuis le temps avec... Celle-là, je vais te la refaire. On y retourne? Déjà, parce que tu vas bosser avec des gens que tu connais depuis longtemps ou pas, ouais. Mais ça va être sympa. L'ambiance va être sympa. L'ambiance en studio, elle est toujours sympa. Les gens sont bienveillants dans l'ensemble. C'est vrai, hein. À 99%, tu trouves des gens bienveillants qui vont t'accompagner dans le travail. Et tu sais que si tu n'y arrives pas, ils vont être là pour t'aider. Donc, c'est plutôt super sympa de te dire que les gens vont être bienveillants avec toi toute la journée. Comment tu peux ne pas être heureux d'aller travailler dans ces conditions? Il y en a qui arrivent, quand même. Toi aussi, t'as dit non, c'est ça? Ouais, je les garderai pour moi. Non, mais parce que le métro, parce que la grisaille, Ouais, parce que... c'est pas grave, enfin... Non, c'est clairement pas grave. Mais ça nous affecte, nous, pauvres humains, et on n'a pas toujours la force de garder le sourire. Ouais, tu as raison. Et puis, on peut avoir des petits soucis parfois à côté aussi qui font que ça influe sur ton humeur du jour. Mais dans l'ensemble, que ce soit en tant que directeur artistique, soit en tant que comédien, dans l'ensemble, je trouve que les gens sont quand même très sympas dans ce métier. Il y a peut-être parfois un peu d'exagération dans l'affectif, mais c'est peut-être le côté artiste qui veut ça. Voilà. Ouais. Comment et pourquoi es-tu devenu comédien? J'en sais rien. En fait, quand j'étais petit, j'adorais lire, ça c'est vrai. Ouais. J'étais très mauvais à l'école.
Bon, ça Ah, c'est... toi aussi. Ouais, toi aussi. Un Ouais, petit peu, ouais. ouais. Et donc, je lisais beaucoup. Ouais. Et quand je lisais des pièces de théâtre, je pense comme la plupart des gens qui lisent des pièces de théâtre, tu te fais ta mise en scène dans la tête. Et c'était sympa de faire vivre ces personnages. Alors, comment t'en es venu à lire des pièces de théâtre? Parce que c'est quand même pas commun. Écoute, j'avais pris une collection chez un éditeur qui proposait des trucs d'humour. Et dedans, il y avait des pièces de théâtre. Alors, quel âge j'avais? Je devais avoir 13 ans, je pense, 12-13 ans. Et dedans, il y avait des pièces de théâtre de boulevard. Ok. Donc, je découvrais le théâtre de boulevard. T'as quand même eu la curiosité de lire. J'ai reçu les bouquins, je les ai lus. Ouais. Et c'était sympa, le théâtre de boulevard, c'est sympa, c'est rigolo. C'est une mécanique très précise pour que ça fonctionne bien. Et c'était assez rigolo à imaginer toutes ces histoires. Voilà, j'étais jeune, t'imagines, et 12, 13, 14 Tu ans. te faisais tous les persos dans ta tête déjà. Bah ouais. Je pense que toi, c'est pareil quand tu lis, non? Je suis pas sûr que ça aille aussi loin que toi. Est-ce que déjà tu faisais tes petites voix? Alors, j'ai fait des imitations tout petit déjà. Ah. Mes parents me disaient ça il y a longtemps. Il y a longtemps. T'étais le Patrick Sébastien du village? Je faisais quelques imitations, j'aimais bien m'amuser un peu avec ma voix. Mais je pensais pas possible de devenir comédien. Pour moi, c'était quelque chose... c'était pas pour moi. Et le fait de... Parce que comédien, c'est s'imprégner de la vie, du vécu, de retranscrire des émotions. Mais toi, t'es particulièrement doué pour... t'es un transformiste. Donc, comment t'as lié tout de suite ces imitations avec jouer la comédie? Enfin, pour toi, c'est la même chose? C'est la continuité ou... En fait, j'ai fait pas mal de théâtre avant d'arriver dans le doublage. Et quand tu es au théâtre, tu crées des personnages. Donc, tu vas aussi t'amuser avec ta voix. Parce que j'ai joué des vieux, j'ai joué d'autres personnages où tu te maquilles en même temps pour jouer le vieux. Et tu vas apprendre à créer ton personnage, à créer son vécu, à créer son histoire. Ça, c'est l'importance du théâtre. Tu vas lui inventer. Tu vas l'inventer, en fait, ce personnage. Avec le texte, évidemment, et tout son parcours dans le texte. Donc, je pense que c'est ça un peu qui m'a forgé à fabriquer un personnage, une voix, un caractère, tu vois, à apprendre à chercher des choses différentes. Alors, tu es transformiste, j'ai la chance d'avoir une capacité vocale assez variée. Donc, ce qui me permet de jouer des personnages différents. Bon, là, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, donc... Casser la voix, comme disait. Ouais. Donc, je te ferai pas trop de démos aujourd'hui, en tout cas. Donc, les ados, on a dit, c'est pas possible. Ouais. Il débute dans le doublage de jeux d'ordinateur en 1996. Waouh! Comment c'était ces débuts dans les jeux d'ordinateur? Qui c'est qui a mis ça? T'as trouvé ça sur Internet? Wikipédia, ouais, je sais plus. Il débute dans les jeux d'ordinateur, c'est rigolo. Ouais. Écoute, donc je faisais du théâtre, j'ai démarché pour faire des pièces radiophoniques à Radio France. Ah ouais. Donc le feuilleton de France Inter, j'ai fait beaucoup de pièces sur France Culture, pièces pour enfants ou pièces pour adultes et feuilletons radiophoniques. C'était génial. Bah, j'imagine. Ouais. Oh non, mais super. T'as des pièces différentes à Radio France quand on enregistre les dramatiques. Certaines avec un sol, avec du pavé ou du béton, ce qui fait que ça ne va pas donner la même chose quand tu marches. Ou alors des bandes magnétiques pour faire de l'herbe, tu sais. Ah ouais. Un tas de bandes magnétiques, ça fait du bruissement, un froissement de quelque chose quand tu marches dedans. Et donc c'est une pièce assez mate, assez petite, avec un plafond bas pour qu'il n'y ait pas d'écho. Ouais. T'as une autre salle à côté avec au contraire des choses sur les murs pour faire de l'écho. Ça te fait église, hôpital, tu vois, ça te donne des sonorités différentes. Et après t'as une grande pièce avec des fois il y en a 2-3 comme ça des studios. T'as un escalier. La moitié de l'escalier, c'est de la pierre, l'autre moitié, c'est du bois. Ah. Il faut que tu viennes pas en basket, mais avec des chaussures qui font un peu de bruit, comme ça, en théorie. J'étais toujours en basket. Mais ça te permet, en fait, d'avoir des résonances différentes pour donner à la sonorité, des pièces différentes. Si t'es dans donc, il n'y a pas de bruiteur, en fait. Enfin, c'est Si. vous, les bruiteurs. Ah. En plus, t'as le bruiteur avec toi, Okay. et ça, c'est génial. Non, les pièces radiophoniques, j'en ai fait pendant une dizaine d'années. France Culture, France Inter, c'était fantastique. Le bruiteur, il est avec toi. Moi, je lui donnais un petit coup de main en général parce que des fois, t'as rien à faire. Tu vois, on est plusieurs comédiens, t'as des scènes ici. S'il avait besoin d'un petit coup de main, j'étais assez volontaire pour faire des petites choses parce que je trouvais ça sympa de participer à ces créations. C'est magique, hein, les bruitages. C'est magique. Le mec, il te fait n'importe quoi. Ouais. Ils sont super forts. Super forts, les gars. Le bruit de
les bruits de voiture, les bruits de pas sur toutes les surfaces. Enfin, c'est assez impressionnant. Quand tu manges, ils sont là avec les verres, les fourchettes en même temps. Ah ouais, ouais. Quand tu donnes l'illusion que tu manges, bien Ouais. évidemment. Ah, C'est donc très sympa. il le faisait en live. Ah ouais, une partie en live. Et comment il fait pour, je sais pas faire trop de bruit pour couvrir ce que vous êtes en train de dire par exemple, quand vous êtes en train de manger ou... Le métier, tu penses, simplement? Ouais, c'est le métier. C'est le métier. C'est fou. Ah, c'est génial. Trop drôle. Eh oui, pardon. Les jeux d'ordinateur. Alors, les jeux d'ordinateur, voilà, sur je crois que c'était un feuilleton fiction sur France Q. Ouais. Et il y a une comédienne qui me dit à un moment donné, t'as déjà fait du jeu vidéo? Je dis, bah non. Elle me dit, tu peux me donner ton numéro? C'est Brigitte Gage. Ah, Voilà, et Brigitte m'a fait venir chez Ubisoft, donc tu dis en 96 ou 97? 96, c'est marqué, ouais. Ouais, donc elle m'a fait venir, elle m'a fait faire passer des petits extraits, il y avait Nathalie Holmes qui était là également. Et ils m'ont dit, bah c'était bien, et puis voilà, ils m'ont appelé. Régulièrement après. Ouais, alors au début, j'y allais une fois par mois, j'étais super content. Pourquoi? Bah c'était génial d'aller faire des enregistrements de jeux vidéo une fois par mois. T'étais un peu gamer, Moi, j'étais gamer, j'ai toujours été gamer, je continue à être gamer. mais sur un truc particulier, non? Que les jeux de rugby, non? C'est pas ça? Je balance. Et tu sais, j'ai fait l'arbitre sur les jeux de rugby d'Electronic Arts pendant longtemps. C'était assez rigolo. J'ai mis un petit accent toulousain. Évidemment. Tu travailles donc pour Ubisoft, tu deviens leur DA attitré à un moment donné? Non, pas le seul. Ah, ok. Brigitte, Nathalie. Ok. Il y avait aussi Fabrice Melchior à l'époque. Ok. C'est au moment où ils avaient leur propre studio? Oui. Bah, quand je suis arrivé, quand Brigitte m'a emmené là-bas, ils avaient déjà leur propre studio. Ouais, c'était Montreuil, je crois. Ouais, exactement. C'est là que tu commences à poser ta voix sur tous les jeux de la Terre. Non, pas tous. Juste la moitié. On disait avec un collègue que pour qu'un jeu soit autorisé à entrer sur le marché français, il doit posséder la mention avec la voix de Martial Leminou. Alors, il y a eu une époque, je crois que c'est à partir de l'an 2000, en effet, j'ai fait beaucoup de jeux avec quelques collègues, Thierry Casazian, pardon, Ouais. Serge Thirier, Ouais. Marc XVI aussi, on en a fait pas mal ensemble. Donc j'ai compté 252 jeux référencés. Waouh. Tu peux le dire. Donc c'est sans compter tous ceux où personne t'a reconnu. Donc j'imagine qu'il y en a un millier. Parce que laisse tomber pour te reconnaître parfois. Je pense ne pas me tromper en me disant que t'es le recordman français. Et vu que tu modules ta voix comme personne, il doit y en avoir un paquet. Alors, j'ai des maîtres quand même dans le changement de voix. Ils ont la petite barbichette. Michel Elias. Ouais, bien sûr. Un grand monsieur. Hein, j'ai bossé avec lui sur un dessin animé. Quel régal, quel bonheur, Ouais. quel plaisir. Il est un passé génie. Sur ta chaise nous dire des choses. Et il est passé? Ouais. Oh, c'est génial. Et il y a eu aussi notre maître à tous, Roger Carrel, évidemment. Bien sûr. Ah, t'as bossé avec? Alors, j'ai eu la chance simplement de travailler côte à côte avec ce monsieur une fois. Et rien que ça, t'as pu t'imprégner un peu. J'ai essayé d'en prendre un maximum. La puissance du maître. Ouais, exactement. Un monsieur d'une grande gentillesse. Ouais. Classe, gentil. Classe. Un gentleman, tout ouais. ce qu'il faut, quoi. Qu'est-ce qui a changé depuis la fin des années 90 à ton niveau? À part, il y avait moins de gens et on était mieux payés. Tu es dans le métier? Ouais. Alors, c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce métier, moi qui venais du théâtre de banlieue, dans des compagnies de banlieue, souvent sous-payées, etc., je me suis dit, c'est quoi ce métier quand même de millionnaire? Ouais, j'exagère un petit peu, bien évidemment. Mais ça me faisait bizarre d'avoir des cachets importants. Je n'étais pas habitué. Tu sais, des fois, je jouais sur Paris, la recette était divisée en deux, la moitié pour le lieu, la moitié pour la compagnie, et après, la compagnie prenait donc sur cette moitié une part, et le reste était divisé entre les artistes. Donc tu imagines bien les revenus importants que j'avais. Donc qu'est-ce qui a changé dans le métier ou qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé à ton niveau, c'est-à-dire derrière le micro ou autour du micro ou autour des studios? Je pense que j'ai un peu plus d'assurance. Ouais. En tout cas, je suis un petit peu moins stressé, même si je suis toujours je suis toujours j'essaye toujours d'être au maximum de mes capacités avec plus ou moins de réussite, hein, mais j'essaye en tout cas. Parce que je me dis que la personne qui va soit visionner le dessin animé, le film, la série ou jouer au jeu, lui, il a acheté un produit ou il visionne un produit et il faut que les gens soient au maximum. Donc j'essaye toujours de penser à ça. Donc qu'est-ce qui a changé? Voilà, certainement
un peu plus de certitude. Mais à ton niveau et au niveau global des productions, tu trouves faut que ça aille plus vite. Faut que ça aille plus vite. Ouais. Ok, le rythme. Le rythme va plus vite, ouais. Vous aviez vraiment beaucoup de temps chez Ubi? Ouais. Ça devait être fun. Mais c'était l'avantage, t'étais chez le fabricant. T'avais tous les chefs de projet à côté. T'avais la moindre question, t'allais leur poser. Ah ouais. Ils étaient là pour te soutenir, pour t'aider, te donner les bonnes réponses. T'as besoin un peu plus de temps, on va te donner plus de temps. Enfin, tu vois, ils étaient cool. Ouais. Vraiment des gens super sympas. Chouette. Des gens super sympas. Ah ouais. T'aurais dirigé une quarantaine de jeux vidéo, dont les premiers Ghost Recon, les Splinter Cell, les 3 premiers Ratchet & Clank, Beyond Good and Evil, le jeu qui n'aura jamais de suite. Peut-être. Les Splinter Cell avec Daniel Beretta. Ouais, un grand monsieur. Oblivion. Ça date, Oblivion. J'en ai dirigé plus d'une quarantaine, je pense, quand même. 2005, je crois. T'as dû faire ça, parce que c'est sorti en 2006. Ouais, c'était chez la Dead marque Space. Rose. Dead Space. Ça te parle, ouais. Ouais. Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué? Parce qu'il y en a qui te restent un peu. Il y a des jeux qui me restent, pas toujours pour les mêmes raisons. Ouais. Grosso modo, il y en a un, je me souviens, on avait enregistré à 2 comédiens, c'est Brigitte qui dirigeait ce jeu. Oh, trop bien. Et c'était une des rares fois où ça a été possible. J'étais avec Antoine Thomé, tous les deux comme comédiens. Ok, j'en avais un qui a été fait dans cette pièce, qui s'appelle BioShock Infinite, où il y avait Calimaro et Guillaume Orsat. Ok, super. Ensemble, c'était en 2012. Mais voilà, t'es en train de m'en apprendre un deuxième. Alors, c'était quoi? C'était 2 mecs qui partaient chercher de l'or. C'était un truc un peu rigolo, qui partaient chercher de l'or je sais même plus, en Amérique du Sud, je crois. Ça date, ça doit être 2004. C'était des gringos. C'est un peu, quand même. Et donc c'est Brigitte, je sais plus comment il s'appelait ce jeu. C'était tiré, je crois, d'un dessin animé. Redis-moi ta question. Ah oui, quels sont mes jeux préférés? Pas préférés, mais ceux qui t'ont marqué ou ceux qui te restent. Si t'as des souvenirs particuliers de jeux que t'as fait. Alors, avec Stéphane Bollard, pardon, donc qui est un DA maintenant chez Keywords et qui était avant un Gesson. On a fait ensemble un jeu, donc Ratchet & Clank. On a fait le premier, tous les deux, et on pouvait habiller l'image comme du dessin animé, c'est-à-dire le mec qui tombe, Steph il fait tiens regarde le mec qui tombe derrière moi, donc on rajoutait des tas de trucs qui n'étaient pas dans la VO. Trop fier. Donc ça après ça a été interdit. Tu ne pouvais plus rajouter des choses que la VO ne proposait pas. Ouais. Dans le jeu vidéo, depuis, c'est si l'éditeur d'origine t'envoie ça, tu dois faire ça. Oui, chef. Tu dois pas déborder, proposer d'autres choses. Ouais. Donc il y a eu ça. Donc ce premier, on avait plus de liberté. Ah ouais. Donc on a perdu un peu après. Quel dommage. Ouais, tu m'étonnes. Avec Grégory Gabi, ouais. On a fait le premier Splinter Cell. Ouais. Ça, fantastique. Si tu vois Greg, tu pourras lui en parler. Je sais plus combien on avait de personnages. On avait dans la cabine speak qui était séparée de la partie technique. Ouais. On avait étalé tous les scripts par terre, par personnage. Et c'était tellement compliqué qu'il y avait des personnages qui avaient des fois 3 noms différents. Oh là. Et donc on appelle le chef de projet qui était au Canada, un mec super adorable. Et est-ce qu'il avait un accent, Chris? Non, c'était un Français. Non. C'était un Français. C'était un gars de Montpellier. Ah bah donc il avait peut-être un accent. même pas. Et il nous dit, on était un petit peu embêtés, on commence le truc, c'était vraiment galère, et on a perdu 1 journée et demie à retrier tout le script pour essayer de faire quelque chose de concret. C'était à l'époque où on avait les scripts sur papier. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est vrai. Donc t'imagines, il y en Maintenant, avait ils sont sur Excel, mais. Ouais. Donc et encore Excel, c'est un truc qui date du siècle dernier, donc ça fait archaïque, mais on est encore sur des scripts Excel. Ouais, fou. Donc ça va plus vite pour chercher, tandis que là, Bien c'était un perdier, pas possible. Mm. Donc voilà, il y a des petits souvenirs comme ça. Rayman 3. Ouais, pourquoi? Fun. Rigolo. Fun. Et j'avais avec moi le scénariste. Alors, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je me souviens pas des noms. Pour le gars de Montpellier qui était à Ubi, qui était un mec vraiment super sympa, et je pense qu'il est toujours. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de lui, ça doit faire une bonne douzaine ou une quinzaine d'années. Je suis en train de chercher son nom depuis tout à l'heure, ça reviendra, peut-être. Pour le jeu Ubi Rayman 3, c'est pareil. Le scénariste était là. Ouais. David.
Et ça fait quoi alors en plus de bosser avec le scénariste à tes côtés? Eh ben, c'est que le mec, il valide les bêtises que tu peux rajouter. Ah. Donc, je rajoutais des bêtises et il me disait oui, non. Et ce qui fait qu'il y avait une liberté de ton sur ce jeu, liberté de créer, de proposer. Mhm. Et il était assez friand des propositions malhonnêtes que je pouvais lui faire. Donc, on a rajouté plein de bêtises et je pense que ce personnage de Murphy reste un très bon souvenir. Toujours dans les jeux vidéo, un personnage qui est très attachant, c'est le professeur Layton, Ouais. pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Mm. On a de la chance là d'avoir des cinématiques. Donc les cinématiques, c'est des petits films à l'intérieur des jeux. Et on a la chance de pouvoir doubler ces cinématiques. Et son histoire est toujours... il y a eu des moments pleins d'émotions avec ce personnage. Autant Rayman 3, Murphy, etc. C'était Dans la déconne. Dans le côté fun. Autant Layton, il y a eu des moments plus sensibles. Okay. C'est chouette aussi. Okay. C'est bien de pouvoir explorer toute la palette de nos émotions. Tu m'étonnes. C'est notre métier. Ouais. T'as pas de préférence. En général, t'aimes bien te marrer, mais s'il y a un petit peu d'émotion, c'est chouette quand même. Moi, j'aime tout, moi. Ouais. J'aime justement, c'est ça qui est chouette. C'est que tous les jours, tu fais des choses différentes. Plus varié, ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans le doublage de jeu et qu'est-ce qui te plaît le moins? Enfin, qu'est-ce qui te plaît moins? Ce qui est pas évident, parce que comme tu disais, j'ai dirigé quelques jeux. Ouais. Et donc on n'a pas d'image dans le jeu vidéo, c'est assez rare. Je parlais des cinématiques de Layton, c'est assez rare. Donc souvent on a un fichier qui est extrait un petit peu du contexte. Des fois t'as pas toujours toutes les informations, t'entends la phrase en version originale, tu la reproduis en VF, mais tu sais pas trop où tu vas. T'as pas le contexte. Ouais. Et ça m'est arrivé de diriger un jeu, je sais plus ce que c'était, un jeu de guerre. Et après j'y ai joué. Et la VO faisait que les mecs parlaient, donc nous en français, blablabla. Et en fait, quand tu joues au jeu, dans la petite cinématique, les gars, ils sont là. Ça. Ah ouais. Tu fais, donc ça, c'est dommage dans le jeu vidéo. Il y a eu des progrès quand même. Je pense qu'on a plus d'informations. Toi, tu diriges du jeu, donc ouais, t'es un peu généreux quand tu dis qu'il y a plus d'infos, mais ouais, c'est vrai, c'est toujours si compliqué. C'est aussi l'habitude. Enfin, tu vois, c'est l'habitude. Ouais. Quand t'en fais depuis 15 ans, au bout d'un moment, tu comprends quoi doit être fait à quel moment. C'est plus ça la différence en fait. Hein. L'expérience. Oui, tu as raison. Les infos, il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. Et c'était quoi la deuxième partie de ta question? Je suis un peu fatigué, c'est la fin de journée. Je t'en prie. Qu'est-ce qui te plaît moins? Alors ça, c'était qu'est-ce qui te plaît moins? Forcément d'avoir moins d'infos et machin. Qu'est-ce qui te plaît plus alors du coup? Qu'est-ce qui te plaît? Bon, c'est que c'est toujours... Il y a une liberté de jeu pour l'acteur dans le jeu vidéo par rapport à la synchro de film. Ouais. Surtout film cinéma. Même les séries, tu dois être quand même très proche du jeu d'acteur d'origine, ce qui est normal. Parce qu'on te demande d'être sa voix et il faut être dans son corps, dans son visage, dans sa voix et reproduire ses émotions avec le texte qui est adapté en théorie en conséquence. Les adaptateurs, c'est un super boulot très difficile et je leur tire mon chapeau parce que je trouve que vraiment c'est peut-être la partie la plus ingrate de ce métier. Donc, redis-moi la question. Fin de journée. Qu'est-ce qui te plaît dans le doublage de jeu? Cette liberté du jeu d'acteur, t'as quand même une trame, tu suis un peu le personnage d'origine dans le jeu vidéo, mais t'as plus de liberté que dans la fiction. Parce que dans la fiction, le mec qui va être là vraiment, faut que tu colles vraiment à l'image, à son visage, à son attitude, etc. Là, t'entends la situation, tu joues la situation. Tu vois, il y a une petite nuance qui te permet d'avoir un peu plus de liberté, un peu plus de créativité et de souplesse. Après, faut aussi avoir un peu d'imagination, ce qui est ton cas. Oui. Mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est possible. Donc toi, je pense que tu le prends pour une liberté et un défouloir. Certains peuvent le prendre comme une contrainte. Oui. Tu vois. Je comprends. Oui, il y en a qui ont besoin. Alors, je vais rebondir sur... j'ai dirigé du jeu, j'ai dirigé du dessin animé, je continue à diriger du dessin animé, je dirige aussi du dessin animé en création, c'est-à-dire sans image, où on est sur script. Et c'est vrai que, rarement, mais il arrive que certains comédiens soient parfois un petit peu perdus de ne pas avoir d'image. Alors, est-ce que quand tu viens du théâtre comme moi, tu es habitué à travailler un texte, tu es habitué à chercher des choses, tu es habitué à proposer, est-ce que c'est la base qui permet en tout cas d'être plus à l'aise un petit peu dans tous les exercices? Ça veut pas dire que tu es bon partout, mais que tu as une base qui te permet de travailler partout. C'est la question que je me suis posée. Par rapport aux gens
qui parfois n'ont fait que du doublage, bah, ils sont peut-être un petit peu perdus. Certains, pas tous, hein, c'est une petite minorité. Ils sont peut-être un peu C'est perdus une possibilité, je sais pas, ouais. Je sais pas d'où ça vient. s'ils n'ont pas d'image. Ça peut être propre à chacun. Si t'es quelqu'un avec de l'imagination, si t'étais un petit garçon qui faisait plein de voix avec tes persos et tes jouets, machin, et d'autres moins, c'est moins leur truc. Je sais pas. Ou il y en a qui l'avaient, qui l'ont perdu, enfin bref. Ouais. Côté créatif. Je pense que le théâtre est une très bonne école pour ça, et ça me paraît indispensable pour faire ce métier, en tout cas de comédien, de passer par le théâtre. C'est bien de le rappeler. Comment décrirais-tu le procédé d'un DA sur un jeu, étape par étape? Ça date, ça. Les jeux vidéo, j'en ai pas dirigé depuis longtemps, hein, donc ça fait une petite dizaine d'années. Hein. Donc alors là, bah, tu pourrais répondre plus facilement, moi, à cette question. Oui, mais je préfère que ce soit toi. Bah écoute, tu reçois les éléments, t'écoutes les audios qui correspondent au personnage, tu te dis chouette, je vais pouvoir prendre 25 comédiens, et le studio te fait bon, t'as le droit à 8 comédiens. Donc tu prends 8 martials qui savent faire 14 voix chacun. Tu prends, je caricature un peu, mais des fois tu te dis je pourrais en prendre plus, et en fait non. Et puis tu fais la répartition des rôles en fonction, en essayant de ce que les comédiens ne fassent pas deux personnages dans les mêmes scènes ou qui ne se croisent pas. Ouais. Enfin, t'essayes de calculer comme ça. Je pense que tu fais la même chose. Puis t'essayes surtout quand t'écoutes la VO, de trouver on dit voice match, hein, grosso modo, des voix françaises qui correspondraient au timbre, à l'énergie, au caractère du personnage que t'entends en VO. C'est pas mal ça. Hein. Ouais. Tu vois que tu sais faire finalement. Ouais, putain, je pourrais peut-être en faire du jeu, tiens. En 2002, dans un certain Warcraft 3, tu fais notamment un petit orc du nom de Thrall. Ah oui. Tu le fais encore aujourd'hui. Oh la vache. Sur les 1000 extensions de World of Warcraft. Je précise que tu fais plein d'autres persos, par exemple certains PNJ humains, gobelins et le grand bricoleur Mécanivelle. Ça te parle? Le petit qui a une petite voix un peu stridente. J'avais oublié celui-là. Quel effet ça fait de suivre un perso sur plus de 20 ans comme ça? Il y a beaucoup d'affect. Ouais. Et il y a beaucoup d'affect. Et c'est Philippe David qui m'a mis sur ce jeu, qui est l'ancien patron d'IFI, Génie, qui m'a dit on fait des petits persos, vas-y tu fais lui. Je dis mais Thrall, il a une voix très très basse. Je dis c'est pas pour moi. Non mais t'inquiète, il y a juste quelques fichiers. Bah ça commence comme ça. 20 ans, 23 ans après, le personnage est toujours là, il est super important. Ouais. Mais tu sais voilà, ça c'est je peux pas savoir à l'avance. Et c'est vrai que Thrall, le mec par rapport à moi, enfin moi je suis médium, lui il a quand même une voix très très basse. Une belle voix, il a une super belle voix. Ouais. Donc c'est inspirant aussi d'écouter quelqu'un qui a une belle voix et un beau jeu. Donc j'essaye d'être à la hauteur de ce monsieur, que je respecte énormément. Et le fait de le retrouver régulièrement, bah, c'est un plaisir, parce que tu le vois évoluer. Et on a enregistré avec Pascal Germain, qui fait un autre personnage dans la série. À l'époque, c'était je sais pas si c'était Keywords ou la marque Rue Torricelli. Ouais. Et je crois qu'on a enregistré ensemble aussi, ou presque en même temps. Et c'était des petites scènes très émouvantes où il y avait un petit peu de tristesse de ces personnages. C'était assez rare. Alors, je crois que tu parles d'un perso qui s'appelle Sorcro, le général, je crois, général Sorcro, qui effectivement a une fin dramatique. Il est assassiné par Sylvanas, la grande méchante, et ses cinématiques sont absolument magnifiques. Ouais, elles sont belles. Et je vais dire, est-ce que vous aviez les images puisque t'en parles? Je dis vous, mais en même temps, je sais que j'en ai fait personnellement, moi, enfin j'en ai dirigé, donc je sais plus si c'était avec moi ou si c'était avec JP, ou je sais plus ce que t'as. Mais en tout cas, je crois que Pascal, c'était avec moi. C'est possible. Mais vous avez peut-être pu en faire quelques-unes ensemble? Tu vois, dans le petit studio à la marque, quand tu rentrais à droite, tu sais, où il y avait les 3 studios d'affilée, la toute petite cabine à gauche. Oh, d'accord, c'était tout serré dans le petit. Donc avec le studio de Nagra, en fait. Ok. Donc c'était tous les deux dans un placard. Ouais, exactement. Et c'était des belles cinématiques. Et dans ces cas-là, tu vas essayer de te défoncer au maximum pour que ce soit bien. Alors Blizzard est réputé pour être dans les meilleurs créateurs de cinématiques de jeux vidéo. À chaque fois qu'ils sortent un jeu, t'es pas forcément fan du jeu, mais tu regardes au moins la cinématique. C'est le truc magnifique. Alors moi, ils m'ont déçu une seule fois, c'est la toute dernière, la prochaine extension qui s'appelle Midnight, que j'ai trouvé un peu bif-bof.
Enfin, tu vois, sans trop de... Il n'y a pas rien de spécial, il n'y a pas d'émotion particulière, il y a pas... Même techniquement, c'est pas époustouflant comme avant, mais jusque-là, c'était un sans faute. Ça fait 30 ans qu'ils nous en mettent plein les mirettes Ouais. et c'est absolument magnifique. C'est vrai. Donc oui, je vois très bien et l'ambiance et le... et l'histoire que tu racontes. Thrall, c'est un personnage qui est très emblématique pour. C'est un des emblèmes de Blizzard. Et le gars qui le fait en anglais, c'est un mec qui s'appelle Chris Metzen. Ok. C'est un des pontes de Blizzard, en fait. Ah bon, c'est un des chefs? C'est un des, ouais. Waouh. Voilà. Et du coup, Oui, bien sûr. Hein. alors notamment, ils tiennent à mettre le nom de leur tu vois, les rôles principaux, si je puis dire, dans la vraie vie, enfin les exécutifs de chez Blizzard, ils ont un nom, ils ont un personnage attitré, si tu veux, dans leur jeu pour marquer le coup, pour voilà, pour s'imprégner de tout ça en fait. Et Chris Metzen, effectivement, fait Thrall depuis hyper longtemps. Donc ouais, tu dois le suivre depuis les tout débuts. Ah, certainement. Effectivement, il est costaud, le gars. Ouais, j'imagine. Tu me donneras son nom. Enfin, je noterai son nom, je regarderai sur Internet. Ouais, il envoie. Ouais, puis il joue bien. On parlait des jeux vidéo, mais pardon, je te laisse poursuivre. Non, mais si t'as un truc à dire, mais vas-y, lâche-toi, Martial. Aussi des personnages intéressants à jouer. Il n'y a pas que dans le jeu vidéo, mais on en parlera peut-être plus tard. Ouais. Il y a l'animation. Ouais, on passera sur l'anime, t'inquiète pas. Est-ce que malgré les pauses, voire les années qui s'écoulent entre deux extensions, t'arrives à suivre l'histoire et l'évolution de Thrall? Pas du tout. Ouais. Tu te déconnectes complètement, tu reviens, tu fais où j'en suis? Ouais, Est-ce que c'est pas une difficulté particulière ou... Non, parce que grosso modo, c'est pas si complexe que ça. Mm-hmm. Le DA est là pour te rappeler un petit peu ce qui s'est passé entre deux. Mais c'est vrai que des fois, tu vas avoir une séance peut-être que d'une demi-heure. Donc, si tu le fais une fois par an, tu sais, comme entre-temps, tu vas faire plein d'autres choses. Bon, j'ai la chance de faire plein de choses variées. C'est vrai que je retrouve ce personnage avec tendresse, mais c'est vrai que tu te souviens pas toujours de tout. Enfin, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein, donc, tu fais appel à ta mémoire, oui. Alors pas celle de pas celle de poisson rouge, mais quand tu l'entends, bon, j'imagine que ça te revient tout de suite en l'entendant. Même avant de venir. Ouais. Quand on dit c'est Thrall, je sais déjà. Que tu va falloir parler comme un bonhomme. Exactement. Alors, si World of Warcraft ne suffisait pas à prouver que tu sais tout faire, je peux témoigner. Quand je suis sur une distrib et que j'ai pas d'idée, je me dis, bon, on va mettre Martial. Même les rôles plus compliqués à distribuer, comme les Argoniens dans The Elder Scrolls, t'arrives toujours à trouver un truc. Les Argoniens, tu sais, c'est les hommes lézards. Ouais. Ceux-là. Qui parlent comme ça, effectivement. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à court d'idées? Il m'est arrivé de faire un doublage d'une série il y a longtemps où j'ai été mauvais. Il y a peut-être eu plusieurs autres fois, hein, mais en tout cas celle-ci. Ça veut dire quoi mauvais? Ça veut dire c'est toi qui t'es trouvé mauvais? C'est le DA qui t'a dit t'es à chier aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Le comédien d'origine, c'était un truc australien, c'était des jeunes. Ouais. Il jouait pas très bien et c'est un exercice difficile d'essayer de doubler quelqu'un qui joue pas bien. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et là ça marchait pas. J'étais pas bon du tout sur toute cette série. Parce que t'étais pas dans l'énergie, qu'est-ce qui tu sais, ça doit faire plus de 20 ans et je sais pas. Il faudrait que je revoie les épisodes de cette série pour comprendre où j'ai péché. Est-ce que je manquais d'expérience à l'époque en doublage? Il faut pas que je me trouve d'excuses, hein. Il y a pas d'excuses à avoir. J'étais mauvais. Mais qui dit que t'as été mauvais en fait? Tu le sens bien quand tu réécoutes les boucles que c'est pas bien joué et que voilà quoi, faut être honnête avec soi-même. Je pense que les autres me l'ont pas dit franchement parce que c'est des gens sympathiques, mais tu vois bien que le résultat il est pas correct. Okay. Enfin, il est correct, mais il va pas plus loin que. Mais le DA il a quand même validé. Oui, il a essayé de me faire progresser un petit peu sur des choses quand même, mais le comédien d'origine était pas très bon et je pense que j'étais encore pire que lui. Ça arrive. Est-ce que ce serait pas une erreur de casting comme c'est souvent quand on se trouve pas alors, un autre comédien aurait fait le travail bien mieux que moi, j'en suis persuadé. Non, mais est-ce que le rôle était pour toi? Est-ce que vraiment il était dans tes tessitures? Est-ce que... Ah oui, la tessiture, oui.
Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé l'astuce pour être... Bon, si ça peut te rassurer, tu t'es rattrapé depuis quand même. J'espère. T'en as fait un sacré paquet. J'en ai fait un paquet, mais bon, je suis toujours très humble par rapport à... T'as toujours cette crainte de retrouver ce moment où tu trouvais pas, où t'étais pas satisfait? Alors, en tout cas, à chaque fois que je fais du doublage de fiction, j'essaye toujours d'être très, très, très concentré, mais je trouve que c'est assez difficile. Il y a des fois, je m'en sors bien, puis des fois, je m'en sors pas bien. Quand je dis pas bien, c'est pas comme le côté où je suis très mauvais que je te parlais tout à l'heure. Mais voilà, j'essaye vraiment d'être très, très concentré. Je trouve que c'est vraiment pas facile de faire du doublage. Tu t'éclates plus dans... Moi, je m'éclate partout. Je suis super content de le faire, hein. Mais tu trouves ça plus compliqué? Ouais, je trouve ça plus compliqué. Parce que tu dois vraiment être dans la peau du personnage. Enfin, la peau du comédien qui a joué un personnage. C'est l'accumulation de contraintes qui te fait dire que c'est plus compliqué? Okay, bien sûr. Mais ça m'empêche pas des fois que ça marche bien, d'être content. Puis des fois d'être un peu... Ouais. Quand même. Est-ce qu'il y a un accent ou un truc que tu sais pas faire? Ouais, sûrement. Mais on n'a plus le droit aux accents, tu sais, c'est malheureux. C'est formidable. On en avait parlé avec Christian Pellissier, tu vois. Ah oui, très bien, Capitaine Haddock. Exactement, qui a une tendresse particulière pour les accents régionaux, qui me disait qu'il trouvait ça malheureux qu'aujourd'hui on soit tout de suite catalogué, vous vous moquez de... Ben non, on se moque pas. Exactement. Les gens là-bas, ils parlent comme ça, et c'est pas une histoire de moquerie du tout. Ouais. Alors après, ça m'est arrivé sur un dessin animé où un comédien prenait un petit accent, voulait prendre un accent italien et une réalisatrice a dit elle voulait pas d'accent et elle a expliqué pourquoi. C'est que étant d'origine étrangère, elle s'est fait moquer. On s'est moqué d'elle durant son enfance, donc elle a un petit trauma par rapport à ça, donc pas d'accent. Donc alors, pour elle, c'était... Quand c'est la chef qui veut, tu vois, c'est une volonté particulière, bon, bah, elle décide et il faut l'accepter. Bien sûr, oui, bien sûr. Et puis, il faut respecter son choix. Comprendre que c'est aussi des névroses personnelles et que tout le monde n'aurait pas les mêmes réflexes ou tout le monde... Bien sûr. Et puis après, il y a le contexte, tu vois, dans un monde comme Warcraft dont on parlait, les accents, c'est génial parce que dans Warcraft, les persos sont tellement colorés, vivants, et ça leur donne du caractère, mais vraiment, ça passe crème, voire même il faut, quoi. Alors que si tu leur enlèves leur accent, ce qui a été le cas d'ailleurs, il y a une des races de Warcraft, les Draenei, pour ne pas les nommer, qui ont commencé avec un accent russe. Okay. Et un jour, Blizzard a eu un trauma sur un autre jeu, avec un accent, et ils ont dit, bon, à partir de maintenant, on arrête les accents. Et du coup, ces gens-là, les Draenei, ces personnages-là, ont perdu leur accent. Et donc, ils ont gardé les fichiers audio tu sais, des bonjour, au revoir, qui est fait par Serge Thiriet notamment. Très bien. Le joueur de la Légion approche. Et puis après, ils se mettent à parler. Alors, c'est une autre voix, et deux, ils parlent comme toi et moi. Tu fais, bon, c'est un peu dommage. Bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Alors qu'en anglais, tu vois, tout va bien. Ils ont gardé cette continuité. Culturellement, ils ont moins de problèmes avec ça. Ouais. Je me souviens d'un jeu dirigé chez Ubi il y a longtemps. Et ça se passait en Amérique du Sud, les méchants, je crois que les méchants... Et ça se passe beaucoup en Amérique du Sud chez Ubi, j'ai l'impression. Ou alors c'est le même jeu dont tu parles, mais ça fait 2 fois que tu me parles de l'Amérique du Sud. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas le même jeu. Le premier était fun, là c'était plutôt un jeu de guerre. Et on avait pris le parti pris d'aller chercher des comédiens d'origine sud-américaine ou espagnole, en tout cas, pour donner un véritable accent au personnage. Eh bien, donc, on a fait venir des comédiens qu'on a trouvés comédiens et avec l'accent, qui pouvaient le prendre plus ou moins fort selon la demande. Et la critique du jeu, dans une des critiques, c'était « les accents sont caricaturaux ». Et là, tu fais « alors, comment t'expliquer que ce ne sont pas des caricatures, mais des vrais accents ?» Tu vois Donc, les éditeurs, après, sont un peu frileux parce qu'ils ont toujours peur de la critique négative. Donc, ils sont un peu frileux par rapport à ça. Et les chaînes de télé, c'est pareil. Ils n'osent plus faire des accents. Mais à force de tout lisser, tout se ressemble. Enfin, voilà, on est bien le truc. Bref. Comment bien faire un personnage imaginaire, selon toi ? Tu fais des lézards, tu fais des trolls, c'est un orc, tu fais des robots, on va en parler après. Comment bien faire ? C'est-à-dire que c'est pas réaliste, on cherche pas le réalisme, on cherche pas forcément dans le concret, c'est un mauvais mot. Mais tu vois ce que je veux dire ? On va chercher autre chose. La réalité.
Déjà, dans le doublage, on a les audios d'origine qui sont très porteurs. Et ils t'apportent déjà toute la couleur du personnage que le réalisateur a voulu mettre. C'est-à-dire que si le réalisateur a voulu des argoniens ou des lézards ou n'importe quel type de personnage, il a écrit son scénario en conséquence, il a fait jouer ses comédiens d'origine en conséquence. Toi, tu entends ce que joue le comédien d'origine et ça nourrit ton univers pour reproduire ce que tu entends. Donc, c'est juste faut juste calquer, faut prendre ton calque mental et le faire pareil. Faut avoir de la fantaisie, je pense. Ça va plus loin, quand même. Ouais, je pense qu'il faut avoir de la fantaisie, ouverture d'esprit, t'amuser à chercher des choses. Ça, c'est génial. Hein. Puis quand t'entends des choses un peu surprenantes, c'est ça qui est rigolo aussi. C'est d'aller chercher quelque chose que tu connais pas. Ça, c'est sympa. Donc, faut être ouvert à tout ça. Bon, je pense que tout le monde est content de faire ça, non? Enfin, j'espère. De faire des persos... Ouais, un peu différents. Alors, avec plus ou moins de réussite, hein, on est d'accord. Je te dis, il y a des gens qui n'ont pas forcément cette imagination. On a parlé notamment de travail sans image sur les jeux vidéo. Il y en a que ça bloque. Dans ces cas-là, si on te présente un dessin du personnage, souvent on te montre un dessin du personnage, ben tout de suite, tu dois trouver un timbre qui correspond. Alors, tu as la première idée, c'est souvent celle-ci qu'on garde, mais tu peux aussi aller des fois chercher des choses qui, au contraire, sont un contre-emploi de ce que tu pensais mettre au départ. Et ça, c'est rigolo aussi. Tu travailles beaucoup, tu l'as dit, en dessin animé, notamment en créa. En créa, bien sûr, il n'y a pas l'image. Vous travaillez sur script. Parfois, le réal arrive avec ses petits crobards. On dit, le perso va ressembler à peu près à ça. Ou pas. Et rien que comme ça, tu arrives à lui donner une voix, à penser une voix. C'est comme au théâtre. Tu as un script. Tu lis le personnage, tu lis l'histoire. Tu t'imagines ce qu'est le personnage. Tu en discutes avec le metteur en scène au théâtre, avec le réalisateur dans ces cas-là, de ce que va être le personnage. Donc à partir de là, tu vas lui donner un corps, une attitude, une façon de parler. Ok, alors si par exemple je te dis, je te montre un homme caillou, ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi? Bah ça dépend de la taille. Ok, il fait allez, 5 mètres de haut. Donc il a une grosse masse. Ouais. Bah, et dans le premier cliché, ça va être en effet d'avoir quelque chose de peut-être un peu... Alors est-ce qu'on va aller faire un truc comme ça? Je sais pas. Un peu rocailleux. Ou est-ce qu'au contraire, on peut le faire parler comme ça? Bon, là, j'ai la voix un petit peu abîmée, mais je sais pas, on peut chercher des choses, mais bon, ça va dépendre si c'est un truc rigolo. Ouais, on peut le faire aussi parler plus bêtement. Si c'est un truc rigolo, si c'est un truc sérieux, si c'est un monstre dans un univers dramatique, ou un monstre dans un univers comique. Oui, le contexte compte beaucoup, dans la créa. Ouais, on va être facilement dans le cliché en général. Et le comédien peut être force de proposition sur des personnages aussi et proposer des choses qu'on n'attend pas. Je cherche son nom. Je vais y arriver. Je crois que tu avais vu une araignée au plafond. Non, j'en ai une dans la tête, mais... Merde, comment il s'appelle? Tu fais très bien le père Fouras, tu peux peut-être... Ah oui, la clé. Pas grave, on reviendra sur cette anecdote tout à l'heure. Ok, ça roule. C'était important par rapport à l'anecdote ou... Ouais, c'est important. Oui. Justement sur une super série qui s'appelle Last Man. On a fait en 2015. Ouais. Tu te rends compte, ça fait déjà 10 ans. Waouh. T'allais y venir peut-être plus tard. Ouais, on va en parler, mais si t'as des trucs à dire... je le dirai après. Lâche tout. Et tu cherchais le nom du créateur? Non, le créateur, je les ai. Okay. Un des comédiens de la série. Ah. Le comédien Damien Ferrette avait un personnage. C'est le neveu du patron de la mafia. Ouais. Tu l'as vu la série? Non, mais tu m'en as dit du bien et ça a l'air vraiment bien, ouais. Donc c'est un loser. Et Damien, donc il y avait le réalisateur, Jérémy Perrin, le directeur d'écriture, Laurent Sarfati, le producteur, Didier Crest. Il y avait aussi un des auteurs de la série, puisqu'ils sont 3 auteurs quand même de la série de bande dessinée, un peu manga. Ils sont 3 auteurs, il n'y en avait qu'un seul avec vous en studio? Ouais, Balak. Comment ça se fait que les autres n'étaient pas là ou...
Alors ça, je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à la production, Bala qui était là et supervisait un peu l'écriture aussi. Il y en a un deuxième qui est venu sur la saison 2, Bastien Vives. Mais je sais pas, ça, je sais pas. Bon. En même temps, si t'avais eu une hydre derrière toi en train de... Ah, ils sont super. Ok. Oh, je te jure, mais alors on s'est régalé, on s'est régalé. Génial. Et donc Damien, sur son personnage de loser, donc on travaillait sur script, hein, il décide de lui faire parler en disant il est content, il va bien. Oui. Tout ça, et on s'est bisonné et tout de suite ça a marché avec ce personnage. Damien a fait cette proposition et on a gardé cette façon de parler de ce personnage. Mmh. Et dans la saison 2, ils avaient écrit ça directement sur son script. Mmh. Il avait fait parler comme ça. Mais c'est pas la même chose quand on t'impose quelque chose et quand tu l'apportes toi-même. Ce qui fait que tu mettrais pas les choses de la même façon, même si tu veux remplacer Paris, a priori c'est pas compliqué, mais de le trouver soi-même et de l'impliquer, c'est pas la même chose que de le lire et de le jouer. Tu vois, il y a moins de fraîcheur d'un seul coup. C'est uniquement de la fraîcheur ou c'est aussi le fait que, comme c'est ton idée, tu vas essayer de le vendre un peu mieux, entre guillemets, et du coup en donner plus pour... Peut-être. Tu vois ? Peut-être. Pour dire, c'est mon idée, ça devient mon personnage, du coup, tu vois ? Et en plus, le personnage n'était pas tout à fait le même entre la saison 1 et 2. Donc la saison 1 était vraiment un loser super rigolo. Très très drôle. La saison 2, elle est un peu plus dramatique, c'est pas le même réal. C'est Jérémy Waro, l'assistant réel de la saison 1 qui l'a réalisé. Et c'était un peu plus sombre comme univers. Donc on voyait un petit peu moins ce perso. Et voilà, je pense à ça. Voilà la proposition de création de Damien. Travaille sur script. Les comédiens viennent, font des propositions. Le réal, le directeur d'écriture sont assez friands, sont ouverts aux propositions, demandent aussi des choses. On est vraiment dans un processus de création. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial, tu dis. Ouais, je le dis, ouais. Je le dis, je le revendique. On va parler du professeur Layton, tu l'as évoqué. Moi qui n'ai jamais joué à ces jeux. C'est dur. Peux-tu me raconter le personnage ? Un gentleman anglais, détective, très sympathique, qui parle bien, et qui est là pour résoudre des enquêtes. Une sorte de Sherlock Holmes, alors. Exactement. Et pour l'aider à résoudre ses enquêtes, il a un petit assistant, Luc, qui est fait par Marizidi. Et le joueur doit résoudre des énigmes pour avancer dans l'histoire. Les énigmes, elles sont dures. Ah ouais ? Ça cartonne ce truc, hein. Il y a plein de fans de Professeur Layton. Il y a combien d'épisodes, tu saurais me dire ? On doit être à 4 ou 5, non ? Ah, c'est tout ? T'as l'impression qu'il y a eu une saga tellement qu'il y a de... La fanbase, elle est assez balèze. Peut-être. Regarde sur Internet. Ouais, je peux, mais j'ai... Ok, je regarde. Si, je vais regarder. Le Professeur Layton. Qu'est-ce qu'il a de différent de Sherlock Holmes ? Oh, il est plus sympathique. Sherlock Holmes, c'est un personnage... un peu froid, calculateur. Exactement. Ouais. C'est peut-être un surdoué, en fait. Peut-être Asperger, d'ailleurs, finalement, Sherlock Holmes. Peut-être. C'est pas impossible, ouais, carrément. Très, très mathématique, dans l'analyse en permanence. Drogué. Drogué, Sherlock Holmes ? Bien sûr. Je me rappelle pas de ça. Petite seringue sur la table de nuit. Quelle version t'as vue ? Parce que... alors, écoute, s'il en a juste... Conan Doyle l'a juste évoqué de mémoire, parce que j'ai lu tous les Sherlock Holmes il y a 30 ans, 40 ans. Ouais. Il l'a évoqué une seule fois, mais c'est juste, voilà, la seringue traînait sur la table de nuit, mais rien de plus. Sherlock Holmes se shootait. Ok. Peut-être pas Conan Doyle, hein, l'auteur, en tout cas le personnage. Okay. Mais c'était au 19e siècle, il y avait peut-être un petit côté un peu mondain, tu vois, dans ce type d'attitude. J'en compte 9. Oh. L'étrange village, la boîte de Pandore, le destin perdu, l'appel du spectre, la diva éternelle, le masque des miracles, Layton Brothers Mystery Room, ça me dit rien, ça. Professeur Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney. Ça, c'est un crossover. Voilà. L'héritage des Aslantes. Et ça, c'était pas le film. 9 jeux, tu vois, je te dis 5, j'ai aucune mémoire. L'aventure Layton. Le tout premier n'a pas été traduit en français. Peut-être ça. Et le dernier, cette année, Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur. Il est sorti ? Je sais pas. Attends, je vais regarder.
Bah, ça, Professeur Layton est un jeu vidéo. Le jeu est prévu pour une sortie pour l'année 2025. Martial. ouais, je sais, on m'en a encore parlé aujourd'hui, tiens. Ah. Bah, j'espère que... Ah, il y aura peut-être pas de VF. Il y aurait peut-être pas de VF, tu crois? Je sais pas, ou en tout cas, tu sais, nous, les parties son des jeux vidéo, c'est souvent à la fin. On est Oui, prévenu, après, 2025 n'est pas encore terminé, et puis... ça sera peut-être repoussé. Et puis le jeu sera peut-être repoussé, voilà. Ah ouais, bien sûr. Pour le moment, il n'y a pas de date précise, il y a juste 2025, donc c'est pas impossible qu'il soit... Layton reviendrait, bah tu vois. Parce que c'est sa fille, en fait. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de Layton. Parce que c'est sa fille qui a repris le flambeau. Qui a œuvré, et je ne sais pas combien ils en ont fait avec sa fille, d'ailleurs. Donc c'est étonnant qu'ils reviennent, j'en suis ravi. Ouais. Donc la différence, elle est là, en fait, par rapport à Sherlock Holmes. Il est plus sympa, plus souriant, plus chaleureux, Layton, que Sherlock Holmes. Catriel, c'est ça la fille, non? Parce qu'il y a l'épisode 7, il y a marqué l'aventure Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires. Ouais, ça doit être la fille, ça. D'accord. Ok. Ouais, donc sur les 8 ou 9 dont tu as parlé, il y en a peut-être 2 ou 3 avec la fille. Ah, peut-être. C'est pour ça que tu parlais qu'il y en avait moins. Non, mais il y en a peut-être plus que ce que je te disais, hein, parce que je suis un peu un tocard au niveau de ça. Non, mais t'as le droit de pas tout connaître. Puis il y a peut-être des jeux qui n'ont pas été doublés. Le premier. Juste le premier? À ma connaissance. Ok. Pourquoi un tel succès d'après toi? L'originalité, les aventures des personnages, les enquêtes, la qualité aussi de ces cinématiques et même je parlais tout à l'heure d'émotion, parce que c'est vraiment notre métier, c'est d'apporter de l'émotion aux gens. Ouais, tu me disais qu'il y avait une scène qui te restait de cette série un peu émotive. Ouais, dans le passé du professeur Layton. Qu'est-ce que est-ce que c'est dans chaque épisode il y a les séquences un peu comme ça? Non, pas dans tous. Très humaines? Non, pas dans tous. Je sais plus lequel c'est, mais en tout cas, il retrouve un amour d'enfance, je crois. Professeur Layton, on doit t'en parler souvent, parce que je te dis, ça... Tu as dit, on a parlé tout à l'heure. Alors, tu fais le prochain professeur Layton? Je dis peut-être, je l'espère, mais c'est pas moi qui décide. On l'espère tous. Allez, on va y croire. J'imagine que t'as plus trop le temps de jouer. Si. Si, t'arrives à jouer? Un petit peu. Tu joues à quoi? Jeux de stratégie en général. Les genres Command and Conquer, les trucs comme ça? Ouais, ça m'est arrivé, j'ai joué encore cet été. Ouais. Mais sinon, là, j'avais installé un jeu qui s'appelle Ready or Not, c'est un genre de GIGN. Ok. Ouais, sympa. Et sinon, un petit jeu, j'ai remis un petit jeu de stratégie, là, que j'ai réinstallé aussi. Tu joues avec tes fils? Non, ils jouent plus avec moi. Un gosse. On joue pas au même jeu, non, ils sont trop vifs. Ouais. Ils jouent en réseau, moi je joue pas en réseau. Ah oui, bah oui. S'ils jouent à Counter-Strike ou des trucs comme ça. Ouais, non, mais quand je les vois jouer, je sais même pas la peine que je joue avec eux, je me ferais dégommer tout de suite. Des poulpes. Comment as-tu embrayé de la DA de jeu à celle de dessin animé? Ici, t'aurais par exemple fait Le Manège Enchanté, Mystérieuses Cités d'Or ou Last Man, donc tu l'as dit. Il y a eu 2 choses. Donc je faisais une création comme comédien pour une série d'animation qui s'appelle Potlatch, réalisée par Stéphane Bernasconi. L'ingé son, c'est Philippe Carrère. Et je sympathise avec tout le monde, comme d'habitude, j'adore. Donc, faisais les personnages. Le réal, tu vois, par exemple, là, le réal, il me dit, ton personnage, là, c'est un chien un peu dépressif. On va chercher la voix. Donc, je proposais des trucs. Il me disait, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et en fait, il m'a fait trouver une voix. Et une voix que j'ai réutilisée après, mais c'est lui qui m'a fait trouver cette voix. Ouais, c'est le chien un peu dépressif. Salut, je fais pas tout très bien. Hein. Bon, là, j'ai la voix cassée, ça marche pas trop, mais... Ouais. Donc, voilà, on a cherché ensemble... Parce que chien dépressif, tu penses à Droopy tout de suite? En tout cas, ce chien était super drôle à jouer. Le pauvre chien, il était tellement tendre. Et l'ingé son, Philippe Carrère, me dit, mais t'as déjà fait diriger du dessin animé? Je fais non, je fais la direction de jeux vidéo, etc. Il me fait, si tu veux, je vais parler de toi à Ellipse Anime. Ellipse Anime, qui est un gros producteur de dessins animés. Okay. Donc, il me fait rencontrer Robert Réa, qui était le producteur d'Ellipse Anime. Alors, il me dit, vous en avez déjà fait? Je fais non, j'ai dirigé une fois un manga, c'était à l'époque chez les frères, c'était Rue Lincoln. Ouais. Et c'est pareil, c'était, il
il m'avait leur chargé de prod m'avait proposé un jour de diriger un dessin animé. J'avais dit, j'ai jamais fait, mais je vais essayer avec plaisir. Là, pareil, je dis, non, je l'ai fait qu'une fois. Il me dit, bon, d'accord. Je me suis dit, bon, c'est foiré. En fait, il m'a appelé quelques jours après pour me dire, occupe-toi de la série. Hey. Donc, c'est sympa. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'est venu le dessin animé dans les studios Lincoln et chez Ellipse Anime. Et petit à petit, je me suis mis à travailler beaucoup avec des réalisateurs français au fur et à mesure. Donc, j'ai fait un peu de dessins animés étrangers qui sont un peu connus, comme La Patte Patrouille. Ouais. J'ai dirigé pendant quelques saisons, puis maintenant c'est Philippe Roulier qui me remplace. Et puis petit à petit, je travaille avec des réalisateurs comme Jean-Luc François. Très belle rencontre, un réalisateur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de respect. On a fait plein de choses ensemble, dont Les Mystérieuses Cités d'Or, où on travaillait sur storyboard. Ça, c'est génial. Storyboard, c'est comme une grosse bande dessinée. Ça fait 300 pages pour un épisode de 26 minutes. Et tu diriges les comédiens par rapport au storyboard. Donc, ils ont une liberté de jeu aussi, mais t'as la montre quand même, parce que pas sur la journée, mais 300 pages, 26 minutes. Donc, des fois, quand tu regardes le storyboard, tu te dis, en fait, ces 4-5 pages-là, ça fait 3-4 secondes, quoi. Donc, c'est vraiment sympa. C'est dommage, j'aurais dû amener un storyboard. Ah, ça peut être cool, ouais. Mais j'essaie d'en trouver peut-être pour l'intro. J'en ai à la maison. C'est une idée. Et c'était sympa avec Jean-Luc. On a fait plein de choses. On a fait ça. On a fait Arthur et les enfants de la table ronde. Un peu de Grabouillon. Avec Bena, qui est un réalisateur de la même boîte de prod à l'époque. On a fait Alice et Lewis. Okay. Bena, super tendre. Dans le dessin animé, les gens, ils sont vraiment généreux. Les réals, ils sont généreux avec les comédiens. Ils sont attentionnés, attentifs, très bons clients des propositions des comédiens. Ça n'empêche pas de faire le travail sérieusement, d'être efficace, d'obtenir aussi ce qu'ils veulent, mais ils sont ouverts aux propositions. Et évidemment, on parlait de Last Man tout à l'heure, Mars Express aussi, avec Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, toujours avec Didier Crest en production. C'est formidable de travailler avec ces gens-là. Tu peux pas t'imaginer quel bonheur c'est par rapport aux contraintes du jeu vidéo. On dit t'as 2 jours pour faire ce jeu, t'as pas beaucoup d'infos, démerde-toi. Je connais ça, Mathieu, très très bien. Didier Crest, le producteur, donc qui est habitué à faire du production de long métrage de fiction. On bosse et puis il me dit Martial, si t'as besoin d'une journée de plus, tu me dis. Et qui te dit ça J'avoue. Personne. Et là, tu lui fais, écoute, merci. Si j'ai besoin, je te dirai. On va essayer que non, pour pas que ça lui coûte des sous, tu vois, aussi. Parce qu'il faut penser, évidemment, à leur budget, parce que les productions françaises, elles ont moins de sous que les productions américaines. Et sur Mars Express, tu as travaillé donc avec Daniel Lobé et Léa Drucker. Et Léa Drucker. C'était bien. C'était super. Parce qu'elle n'a pas l'habitude, elle, de la créa. Oui, c'est vrai. Comment tu gères quelqu'un qui a plus l'habitude? Tu les as fait en duo? Ouais, on a essayé de les faire en duo. Du coup, quelqu'un comme Daniel, qui a un peu plus l'habitude, au moins du doublage, avec Léa. Oh, mais Léa est une personne charmante, une femme charmante qui est de bonne volonté, et tu lui demandes de refaire, tu lui expliques, elle le fait avec générosité. Donc, j'ai rarement vu des gens qui traînaient la patte. Qui traînaient la patte, ouais. C'est assez rare. Là, un jour, sur un long métrage d'animation de Pierre Corré, super réalisateur, qui est un monsieur pareil que j'adore. Bon. Pierre, une gentillesse. Je vais dire la même chose de tous ces réals, mais c'est vrai. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps. Et l'anecdote, c'est que comment j'ai rencontré Pierre. Je fais des voix des fois pour des élèves d'école d'animation. Je fais gratuitement. Cool. Que, je le dis pas trop parce que ton téléphone il va. Non, mais qui sont pas loin de chez moi. Je fais ça avec l'école Georges Méliès, qui est à côté de la maison, où le directeur de l'école est devenu un ami, Franck, et son responsable musique, Mimi, c'est pareil. Ils sont adorables. Et donc le gamin, j'avais fait ses voix pour son film. Pierre m'appelle, me dit voilà, je vais certainement essayer de faire une série avec ce que vous avez fait sur le dessin animé de cet élève. Il y a des petites choses que j'ai corrigées. Et j'aimerais que vous enregistriez les petites modifications. Combien vous prendriez? Je dis écoutez, je l'ai fait gratos pour le gamin.
je vais venir le finir gratuitement. Donc, Pierre a eu l'élégance de m'envoyer une super bouteille de champagne à la maison. Et depuis, il m'a mis sur tous ses projets. Wow. Tu te rends compte? Alors que... Ça valait le coup de... Tu vois? Ouais, alors que... Mais c'est ça qui est bien, parce que souvent, les gens se battent pour... bouchée de pain, enfin tu vois, en plus, pour d'avoir un petit peu, ouais mais là quand même on a mis un peu plus de temps, machin. Comme quoi, quand tu donnes, tu reçois. Ah ouais, sur tous ces projets d'animation, Pierre il m'a toujours appelé, même pour faire des voix témoins, faire des trucs, enfin tu vois, il a... Alors ça me touche évidemment parce qu'à chaque fois tu te dis les gens ils apprécient ton travail. Ouais, pense à lui, son budget quand même, une bouteille de champagne à chaque fois. Non mais ça veut dire qu'ils apprécient ton travail parce que sinon ils m'appelleraient pas. Hein. C'est l'important, c'est évidemment la qualité du travail final. Mais tu vois, je trouve que c'est extrêmement généreux de sa part parce qu'il serait pas obligé. Non mais quand même il prend pas beaucoup de risques avec toi, donc bon, hein, quand même. Mais voilà. Donc, pourquoi je parlais de Pierre? Ah oui, sur un long métrage, Sahara, il avait fait venir que des vedettes, pour ainsi dire. Omar Sy. Ouais. Très grand comédien, et il a l'œil. Alors que, tu vois, je pensais que c'était plutôt un comédien d'image, parce que évidemment, il fait des tas de tournages, c'est une star internationale. Et là, sur le dessin animé, j'ai vu qu'il était super balèze parce qu'il comprend tout de suite l'image. Ça, c'est balèze. C'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Lui qui a été découvert avec ses sketchs à la télé, sur Canal. au téléphone. C'est quoi la différence entre travailler sur un dessin animé par rapport à un jeu vidéo? T'as les images. Et quand tu les as pas, quand t'es sur script, du coup, là tu te crées ton univers. Ça rejoint ce que je te disais au tout début quand j'étais gamin. Tu te crées les trucs, t'es là, tu réfléchis comment tu vas le faire jouer par les comédiens, etc. Ça veut pas dire que ça va être comme ça au final, hein. Mais tu te crées ton histoire déjà. Parce qu'après, quand tu en parles avec le réal, il voit plutôt les choses différemment. Alors, tu rebondis sur ce qu'il te dit, tu fais, ah ok, on va essayer comme ça. Et puis, sur Mars Express ou sur Last Man, ou avec Jean-Luc, hein, sur Les Cités d'Or, tu crois pas que ce serait pas mal d'essayer aussi comme ça? On cherche. Et ça, c'est génial dans ce métier de chercher. Contrairement au doublage, où tu as quelque chose d'imposé, tu dois respecter ce qui est à l'image, tu ne peux pas en bouger. Quand tu es en création, tu peux chercher, faire des propositions. Et c'est là où je me régale. Sur les dessins animés français, il y a souvent le réalisateur qui est présent pendant les enregistrements. C'est chouette. Alors même si je sais que humainement, c'est très pénible de travailler avec toi, comment gères-tu l'équilibre entre il faut que je dirige le comédien, mais je suis pas le maître à bord? Ah, je suis pas le maître à bord. C'est le réal le maître à bord. En général, ça se passe bien. Les réals me laissent faire la séance. S'ils sont, toi au début, ils s'imposent un petit peu, ce qui est normal. Hein. Souvent, t'as des jeunes, ils ont besoin aussi. Et puis ils travaillent sur le produit depuis des années. Ah, exactement. Ils le connaissent beaucoup mieux que moi. Et donc, il faut au début un peu qu'ils expliquent des choses aux comédiens, ce qui est normal. Ils vont leur expliquer l'histoire, etc. On n'a pas toujours le temps, malheureusement. Des fois, il faut aller vite. Mais le patron ou la patronne, c'est le ou la réal. Je suis à son service, mais je suis là aussi des fois pour lui dire, écoute, on a un problème de timing, il faut aussi qu'on avance. Si c'est bien, faut le garder, même si c'est pas super bien. Dans tous les cas, il faut que le réal soit quand même content et en général ils acceptent. Hein, ils sont aussi dans le compromis, j'allais dire. C'est pas des gros compromis parce que les comédiens en général. Dès la première, c'est déjà quand même pas mal. Ah oui, ou la deuxième, ça, des fois la troisième, mais c'est rare. Hein. Dans l'animation, faut être efficace assez vite. Et en général, voilà, ça se passe toujours très très bien. Les réals aiment travailler avec les comédiens. Quelles sont tes meilleures expériences en dessin animé? Je te l'ai dit un petit peu avec Jean-Luc, avec Béna, avec Jérémy Waro, Jérémy Perrin, Laurent, Didier Crest, tous ces réals, avec Alex, on a bossé sur une série qui était très sympa aussi, avec les deux réalisatrices de la saison 3 de Boy Girl, mais aussi les réalisateurs précédents de Boy Girl, de Oscar et Malika. Ils sont tellement nombreux. Donc, quels sont mes meilleurs souvenirs? Tous. Pardon? Tous, j'ai l'impression. Mais presque. Et grâce aussi à Jérémy Guiter, qui est, je sais pas comment on dit, je sais pas quel est son poste, un peu le créateur chez Watch Next, des nouvelles séries, qui m'a proposé aussi Oscar et Malika et Boy Girl. Je sais pas si tu connais ces séries, mais elles sont assez sympas.
Et il m'en a proposé d'autres alors que je voulais plus diriger. Bah justement, oui. tu souhaites ralentir, voire Mm. arrêter la DA. Mm. Pour quelle raison? Écoute, il y a un âge où il faut laisser les jeunes s'exprimer et leur laisser la place. Ok, c'est juste que t'as donné, tu veux en faire moins pour ralentir le rythme ou... Alors, je voulais en faire moins. Ça Ouais. fait 3 ans que j'avais pas pris de nouvelle série. Suite au décès d'un ami d'enfance. Mm. Voilà. Et pour me dire, faut peut-être que je profite un peu de la vie. Et donc, je continuais les séries. Ah oui, j'ai oublié de citer, bien évidemment, Miraculous, Ladybug, une série aussi que je co-dirige avec Marie Chevalot. Réal Thomas Astruc, c'est pareil, quand il te raconte l'histoire, tu es là, ouais, c'est vachement bien. Et Will, qui est toujours avec nous en plateau, qui est le réal, qui est avec nous en plateau. Thomas, qui est le créateur de la série et le réal originel, lui est plutôt à écrire la suite. Avec Sébastien Thibaudot, directeur d'écriture, un garçon très très drôle. J'adore. Donc c'était important de repréciser aussi cette série. Puis il y en a plein d'autres, quoi, des réals. Bref, on s'écarte un petit peu de ta question. J'avais dit que j'arrêterais la DA. En fait, Didier Crest m'a proposé un long métrage. Donc là, on est un petit peu en train de travailler dessus. Jérémy Guiter m'a dit écoute, tu vas pas partir comme ça, tu vas quand même me faire une petite série. Il m'a envoyé des petits mots, donc comme je suis un être faible, j'ai accepté. Du chocolat, un peu de champagne et alors... Même pas. Il m'a envoyé des petits mots très gentils et qui m'ont fait énormément plaisir. Et je lui ai dit ok, et les deux réals de la saison 3 de Boy Girl, Mireille et Ophélie, pareil, elles m'ont dit dis donc papy, tu vas peut-être nous faire notre prochaine série, ce serait trop sympa. Et comme elles sont super agréables toutes les deux, je leur ai dit oui aussi. Voilà, donc en fait... Donc t'arrives pas à arrêter en fait. Si, je pense que je vais être vieux, je vais avoir 63 ans. Donc oui. Donc c'est un petit peu normal de laisser la place aux autres, même si j'adore ça, mais vraiment j'adore. En plus, c'est des gens qui sont tellement agréables dans le travail que qu'est-ce que je vais aller me faire chier chez moi tout seul alors que je vais être en plateau sur des projets qui sont super, avec des gens qui sont super, à diriger des comédiens qui vont être super pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible et de passer des bonnes journées. C'est dur la vie. Une chance incroyable, j'ai une chance incroyable. T'as eu les périodes où tu pensais que t'avais trop de boulot, trop à la fois? Ah oui, bien sûr. Il y a des moments où je bossais 7 jours sur 7. Tu rentres le soir, tu réponds aux mails des prods et tout ça, le week-end tu bosses, ça a été compliqué. Il y a des moments où c'était compliqué. C'est pas aussi ça qui t'a fait dire j'ai peut-être un peu levé le pied? Ça date d'il y a un petit peu quelques années, mais si, bien sûr. Donc là, j'avais levé un peu le pied. Et puis tu replonges. Ouais, mais bon, je pense que ça sera peut-être moins intense. En même temps, quand ça libère du temps, tu fais un peu plus le comédien. Donc il y a des choses qui arrivent aussi. J'aime bien quand les gens me disent, je les croise dans les couloirs et je leur fais salut, tu fais quoi là en ce moment? Bah là, je viens faire le comédien. Ah, ça, c'est les DA. Faire le comédien. Ça, c'est les DA. C'est l'expression, ouais. Là, ça va parce que je fais le comédien ou je fais la comédienne. Et souvent, alors je sais pas, toi, Mathieu, qui dirige du jeu et de la fiction. Ouais. J'ai l'impression, de mon expérience, quand c'est des DA qui viennent, souvent ils sont, j'allais dire un peu moins chiants, c'est peut-être pas le mot juste, mais en tout cas ils vont, si tu leur dis de changer, de faire ci, de faire ça, ils vont aller assez rapidement à changer et pas trop essayer de négocier ou de dire ah bon tu crois, ou je sais pas si tu as ce sentiment là aussi ou pas. Qui serait en opposition avec toi parce qu'eux aussi ils dirigent? Ah non, justement, ils sont pas en opposition. Ouais. Ils sont mais juste... pourquoi? Non, je pense qu'ils sont surtout... Ils savent ce que c'est de diriger. Ouais, donc ils gagnent du temps. Et quand tu... Oui, mais moi je pense qu'aussi, quand tu les appelles pour... tu les délestes de la responsabilité de la direction, ils viennent, mais... C'est les vacances. Exactement. Mais bien sûr. C'est la récréation. C'est ce que je dis toujours, hein, quand t'es comédien, c'est les vacances. Et en effet, moi, la plupart des DA qui viennent bosser, j'emploie beaucoup plus de comédiens que de DA, mais les DA qui viennent, en général, ils sont pas chiants. Les comédiens non plus. Hein, donc quand on dit les DA, c'est des DA comédiens, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est pas moi qui ne suis pas comédien. Tu restes juste
Bah, ça viendra peut-être. Bon, autant laisser ceux qui savent faire quand même. Il y a suffisamment de monde et puis ils le font très bien. Et dans l'animation, l'ambiance en général est assez sympa. Les comédiens sont très sympas aussi. Bah, tu vas choisir des comédiens en tout cas qui ont l'esprit un peu de fantaisie, d'humour, parce que tu vas en avoir besoin. Des gens qui sont... Tu dirais que le pool de comédiens est très différent en anime? Non, c'est peut-être les mêmes, mais sauf que tu vas prendre des gens qui correspondent au rôle, mais qui savent aussi s'amuser. Bon, souvent, le comédien est un peu taquin dans l'ensemble quand même. Le comédien est taquin. Le comédien est taquin. Même si personne te croit quand tu dis que tu vas prendre ta retraite, quel regard portes-tu sur ta carrière? Ben, j'ai eu de la chance. Je remercie Brigitte, bien évidemment, qui m'a fait rencontrer cet univers. Mais j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Parce que ça aurait très bien pu ne pas se terminer comme ça. Puis je suis dans mon univers, en fait. Dans l'animation, c'est mon univers. J'adore la bande dessinée. Donc j'en achète tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais tous les mois, j'en achète des BD. J'en ai encore acheté 2 aujourd'hui. Sacrée bibliothèque. Ouais, j'en ai à peu près 2000, mais... Ça va, ça fait pas la gueule à la maison? Non, je sais pas trop où les mettre, là. Ah J'ai plus de place. Parce qu'en plus, j'ai plein de bouquins. Là, je sais pas trop. J'étais obligé de virer des livres parce que j'en avais trop, mais les BD... Tu peux en faire des tables basses, enfin, au bout là, c'est un petit peu le cas. Donc, les pots de fleurs, ça peut il faut mettre... faut les creuser. Ouais. Donc, en effet, l'animation, c'est bien mon univers. Qu'est-ce que l'expérience t'a appris? Qu'est-ce que tu fais différemment aujourd'hui de jadis? Alors, comme c'est une progression au jour le jour, on se rend pas toujours compte de la progression qu'on a. Je dirais simplement donc peut-être un peu plus serein. Ça rejoint la question du départ de tout à l'heure. Plus serein. Alors au niveau des certitudes, pas spécialement, mais en tout cas plus de réflexes et d'habitude. Et pas se laisser piéger par un comédien. Tiens, une petite anecdote. Il y a longtemps, au tout début sur un jeu vidéo, j'appelle un gars. Bon, il arrive en retard, il n'arrive pas à garer sa bagnole. Il râle dans le studio, on peut pas se garer dans le coin. Donc, bref. Donc il fait un personnage, je dis ça serait peut-être pas mal de le jouer comme ça. Le gars il fait bah non, si je joue comme ça marche pas. Alors, essayons. Tu vois, ça marche pas. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, ça c'était au début, dans mes premières directions. Ah ouais, t'inquiète, j'ai connu. Toi aussi, t'as eu ça? Bien sûr. Et maintenant, le gars qui me fait ça, en fait, je rigole. Tu sais, ça m'est arrivé que là tu rigoles, tu fais, ah oui, c'est drôle. Et tu vas aller plutôt, surtout pas en confrontation, mais faire comme s'il avait fait de l'humour et lui dire attends, on va quand même essayer, ça peut être sympa, et d'arriver plutôt par la diplomatie. La diplomatie, tu as raison, de trouver la solution. Parce que au début, tu sais pas trop, t'es un peu stressé, et tu sais pas trop comment gérer tout ça. Donc l'expérience fait que tu sais parler aux comédiens. Les comédiens aussi, comme ils savent que tu es là depuis un moment, ils savent aussi que tu vas peut-être pas lâcher l'affaire. Même s'il faut trouver toujours le bon équilibre entre le temps que tu as pour faire ta série d'animes et le fait que ça reste toujours quelque chose d'agréable à regarder. Si tu devais tout refaire, tu ferais pareil ou différemment? C'est marrant, je me posais la question il y a quelques temps. Mais alors, c'est difficile de le savoir. Parce que quand dans la vie, tu as traversé des moments difficiles, est-ce que ces moments difficiles sont importants justement pour pouvoir apprécier la suite? Tandis que si tu n'avais pas eu ces moments difficiles, dans quel état tu... Et puis souvent, les enseignements viennent des moments difficiles. Ouais. Donc, je sais pas s'il y a une réponse juste à cette question. Je sais pas, faudrait demander à des gens qui voyagent dans le temps, par exemple des robots qui s'appelleraient Clank. Par exemple. Super souvenir. Ouais. Ah bah oui. On n'en a pas parlé tout à l'heure de Ratchet et Clank. On l'a évoqué. C'est maintenant. Vas-y, parle-en. Super. Bon, c'était un super souvenir. Je te dis le premier. T'as dirigé les 3 premiers? Ouais, je crois qu'après c'est Nathalie Sionneau qui a dû en faire. À la marque. C'était déjà à la marque Rose. Ouais. Les 3 premiers. C'est à la marque. C'est Eric Guimbaud qui m'avait mis dessus, je crois. Ou c'est Nathalie Sionneau, je sais plus. Ok. Sur le premier. Ouais. Et dès le premier, tu fais Clank. Ouais. Parce que Ratchet a changé. C'était Mark Size au début. C'est devenu Cyril Artaud. Et toi, t'es resté Clank. Pourquoi il te plaît, ce bonhomme? Il est super. Il a évolué au fil du temps. Ah ouais, comment? Au début, il était un petit peu plus froid.
un peu plus, parce c'était vraiment un robot. Ok. Et il s'est un petit peu humanisé au fil des épisodes. Et des fois avec beaucoup d'humour. Il a même fait James Bond à un moment donné dans un des épisodes. Donc, il est toujours sympa à jouer. L'acteur américain d'origine, il est super. Hein. C'est lui qui trace la route. J'ai juste à l'imiter. Hein. Donc, il a apporté. C'est lui qui apporte la véritable âme et le véritable caractère du personnage. Jamais tu t'es éloigné volontairement d'une interprétation originale parce que, pour X raisons? Si, ça peut arriver. C'est assez rare. Si par exemple avec le DA, on se dit c'est la voix. Typiquement, tout à l'heure, je suis allé enregistrer un truc et il fallait que je fasse 2 personnages qu'on pouvait retrouver. Et donc, j'ai exagéré le timbre du deuxième. Et en plus, on se disait, sa voix du deuxième personnage, Pas top. Elle nous plaisait pas. Ouais. Donc ça peut arriver. C'est une histoire de qualité, du coup. Oui. Détaché parce que... C'est des petits personnages que le joueur allait croiser, donc qui avaient une importance relative, mais pas très importante. On l'a dit, t'essayes toujours de garder le sourire, mais en vrai, si tu devais faire qu'une chose dans la vie, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas. Faire qu'une chose? Ouais. Tu veux dire à quel niveau? Professionnel ou dans la vie en général? Dans la vie en général, si tu devais faire qu'une chose. Tu sais, je crois que le jeu, le d'être comédien, ouais. Ça, tu peux pas t'en échapper, je crois. C'est une drogue, hein. C'est un plaisir de jouer des tas de personnages différents. Je pense que tout le monde a dû te le dire. Enfin, alors, tout le monde n'a pas ta palette. Des personnages différents, tout le monde, enfin tous les comédiens le font, bien sûr, s'y prêtent. Mais encore une fois, j'insiste sur ton étendue, ta palette. Et il y a beaucoup de gens. Tu as commencé, je disais à moitié en déconnant, à moitié seulement, que tu es dans tous les jeux vidéo et tu as traversé les âges, alors que des gens qui travaillaient autant que toi dans les années 2000 travaillent beaucoup moins maintenant. Toi, tu n'as pas levé le pied. Et on s'est posé la question avec des camarades, notamment un G, et mais comment ça se fait que Martial soit toujours là? Alors qu'à l'époque, il y avait une espèce de petite bande, on a cité quelques-uns, c'est vrai. qu'on entend beaucoup moins. Et l'ingé son m'a dit, parce qu'il change sa voix comme il veut, quoi. Ouais, j'ai cette chance-là. Alors avec le temps, tu vois, là, elle se fatigue plus rapidement qu'auparavant. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, ça c'est normal. Ouais, c'est normal. Bon, j'ai commencé par un jeu de dessin, d'un jeu vidéo de pirate ce matin, donc c'est sûr que. Puis j'ai fait 3 Call of Duty. Donc je suis un petit peu fatigué. Ouais, peut-être qu'en effet. La plasticité de ta voix, je pense, a fait que t'es indestructible. Ouais. Et j'ai fait. Je sais pas si je suis indestructible, mais en tout cas, j'ai la chance en tout cas de faire des personnages qui peuvent être jeunes ou vieux ou qui ont des caractérisations différentes. On n'a pas parlé des mangas, mais j'ai fait aussi pas mal de mangas. Ouais. Sous les ordres de Grégory Lenné, Bruno Meyer, Jessie Lambotte, Guillaume Sablon. Alors je profite de ce moment pour faire une interlude musicale, non pas du tout, pour préciser que manga, c'est le terme est faussé. En fait, on dit manga par raccourci, mais en fait, c'est animé pour dessin animé japonais. Le manga, c'est le format papier. Donc, c'est comme si tu disais, j'ai fait une BD. Non, t'as fait un dessin animé. Voilà. Tu as raison. Je précise parce que c'est vrai que dans le milieu, plein de gens font l'erreur. Oui, voilà. Bien sûr. Donc, j'ai fait pas mal d'animés aussi. Et pourquoi je te disais ça? Et oui, dans les animés, tu peux faire plein de personnages différents. Ouais, oui. Des jeunes, des vieux, pareil, ça rejoint l'animation. Hein. C'est souvent blindé d'énergie. Ouais. C'est bon, rien ne t'arrête, de toute façon. Ah ouais. Et l'animation en général, ça demande toujours de l'énergie. Contrairement à la fiction. La fiction, quand tu vas voir que tu vas à la boulangerie, tu demandes, j'aurais une baguette, s'il vous plaît. Dans le dessin animé, ça marche pas, ça. Ouais. J'aurais une baguette, s'il vous plaît. J'aurais une baguette, s'il vous plaît. Tout de suite, t'es obligé de mettre un peu plus d'intensité. En DA aussi, t'as l'impression d'être plus fatigué après une journée d'anime qu'une journée... C'est pareil. Ouais. Après, ça dépend de la complexité du projet. Ouais, donc c'est pas par rapport au fait que ce soit de l'animation. Je dis, si les comédiens ils montent d'un cran, peut-être que le DA il doit suivre au-dessus. Ouais, de toute façon, t'es au taquet, vu qu'il faut que ça aille vite. Ouais. Je sais pas, en fiction, toi, si tu diriges de la série de fiction, ça va vite? Ça va de plus en plus vite. Ouais, c'est pareil, on a les mêmes contraintes.
Après, moi, j'ai eu cette particularité de commencer par le jeu vidéo, où c'était déjà la mitraillette du fichier. Donc, rien ne m'effraie, si tu veux. Oui, bien sûr. Pour mes camarades qu'on fait que de la fiction, ils disent « Oh là là, ça va super vite ». Oui, ça va super vite. Parfois, tu es obligé de valider une première prise alors que tu aurais bien voulu, mais plus le temps. Ouais. Et comme toi, avec les sûr. réals qui ont passé beaucoup de temps à raconter plein de choses. Intéressant, certes, mais du coup, il y a l'heure qui tourne. C'est ça. Oui, ça arrive, mais c'est pas au niveau du jeu vidéo, surtout du jeu vidéo de 2025. Et tu vois, on parlait des réals tout à l'heure, et en effet, cette façon qu'ils ont un peu d'expliquer, et très vite, ils comprennent que il faut aller vite. Pareil. Et ils sont... il faut sniper. Ouais, et puis ils se fondent bien dans le travail de studio, et c'est un plaisir de les avoir, parce que à la moindre question, ils sont là pour répondre à toutes tes problématiques. Et ça, c'est génial. Ce qui serait bien de temps en temps, sur un jeu vidéo, d'avoir un référent, parce que... Au secours. Des fois, on en a un. Quand c'est les jeux Ubi, des fois, souvent, t'as un référent, mais sinon... Non, sinon, c'est souvent démerde-toi. Mais... Ouais, c'est ça. Pourquoi le rugby, c'est mieux que le foot? C'est tellement personnel. La tendresse entre les joueurs, la camaraderie, le combat, toujours avancer, être présent, être fort. L'Ovalie. Ouais, parce que je sais pas, j'aime ce sport depuis toujours. J'en ai fait quand j'étais tout petit, mais... Attends, c'est pour ça. Ouais, mais j'étais tout petit. Là n'est pas la raison. Je pense que, je sais pas, j'adore ce sport. T'étais tellement petit que c'était toi le ballon. Et le foot, je sais pas, j'accroche pas spécialement. Moi, je vais regarder peut-être un peu la Coupe du Monde, mais c'est tout. Mais pourtant, c'est des joueurs qui courent après un ballon. Ouais, pareil. Oui, on pourrait en débattre des heures, je crois, mais là ne va pas être le sujet. C'est le côté stratégique qui te plaît dans le rugby? Ouais, je sais pas, non, j'aime bien que ce soit un sport, en théorie, qui était réservé à tous les gabarits, au départ. Ça l'est un petit peu moins maintenant. Oui, moins, comme tu dis. Mais tu retrouvais un peu tous les gabarits. Quand tu regardes... C'est-à-dire 2m9, 2m10, 2m11? Non, regarde le demi-mêlée, il était petit, les trois quarts, c'est des flèches, sur l'arrière aussi, il ressemble aux trois quarts, mais après dans les piliers, c'était quand même des gros costauds, les deuxièmes lignes, c'est les grands, les troisièmes lignes, c'est ceux qui courent un peu plus vite et qui plaquent l'ouvreur, qui doit être l'homme habile du coup de pied, en théorie. Mais tu retrouvais des gabarits différents. Au foot, ils ont tous un peu le même gabarit. Stratégiquement, c'est quand même un sport où tu fais une passe derrière, tu fais pas une passe devant. Donc, si tu fais une passe, ça veut dire que, mine de rien, il faut refaire un peu plus d'avancée pour te retrouver au même niveau que la passe d'avant. Bon, il y a plein de choses intéressantes. J'ai regardé une petite vidéo l'autre fois de Fabien Pelouse, qui est un ancien joueur de l'équipe de France, qui expliquait qu'au début de sa carrière, en fait, je sais pas s'ils étaient semi-pro ou faussement professionnels, quand il partait en autocar, il s'arrêtait pour manger le bon cassoulet. Tu vois, c'est le truc qui se fait plus aujourd'hui avec les sportifs de haut niveau. C'est pas la même ambiance. Le foot, je sais pas, c'est certainement très esthétique et très beau, mais c'est pas mon truc. C'est moins ton truc. J'aime bien le volley aussi. Je trouve que c'est vachement beau, le volley. Carrément. Quand c'est bien joué les matchs, c'est très esthétique. Le hand aussi, c'est sympa. Ouais, basket, non? Basket, j'ai pas encore... kiffé. Ouais, j'ai pas encore trop accroché au basket. Ok. Pourtant, hand, basket, il y a quelques... Ouais, je suis d'accord. Bon, écoute. La vie est longue, tu vas pouvoir te refaire comment s'appelle la chaîne Eurosport? Tu dois voir ça. Ouais, quand je serai en retraite. Ouais. Dans longtemps. Toi et moi, on a une meilleure vie que la reine d'Angleterre il y a un siècle, et on continue de trouver qu'on n'a pas assez. Pourquoi? C'est quoi assez? Alors, qu'est-ce qu'elle avait, la reine d'Angleterre, il y a un siècle? Moins que nous, en termes de confort. Ah ouais, c'est possible. Elle n'avait pas le réfrigérateur, elle n'avait pas la voiture pour se déplacer quasiment instantanément. Elle avait son carrosse avec... Elle n'avait pas Netflix. Moi non plus. Elle n'avait pas de téléphone portable pour contacter qui elle veut, quand elle veut, faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui fait que l'humanité a besoin de toujours plus? C'est ça ta question? Je sais pas. Pourquoi on se plaint on n'a jamais assez? Qui se plaint qu'il n'en a jamais assez? Pas mal de gens. Alors, ça dépend, qu'il n'a jamais assez de quoi? Est-ce que c'est de revenus, d'argent pour vivre correctement?
Ça, Ça, c'est un début, mais je crois que la vraie vérité vraie, c'est les gens cherchent plus le statut social que l'argent. L'argent, c'est une éclaboussure du statut social, si tu veux. C'est euh, pour montrer que t'es important, t'as du pouvoir. Il y a des éléments comme une voiture de luxe, comme une grosse baraque, qui prouvent que t'as un rôle important. Tu vois? C'est pas tant l'argent, en fait, je pense. L'argent, c'est juste Alors, c'est une chose différente. Là, tu parles en fait de la personne qui veut montrer qu'il a réussi dans la vie. J'ai l'impression, quelqu'un qui veut épater les autres. Ouais, je te dis, le statut social, c'est plus ça plus ce après quoi on court. Je sais pas, peut-être. Ça dépend de chacun. Chacun cherche sa vérité. En tout cas, chacun essaye de faire ce qu'il peut. Hein. Non, moi, j'étais plus sur le côté revenu financier. Pour beaucoup de gens, pour qui c'est difficile. C'était plus par rapport à ça. Parce que la reine d'Angleterre s'est jamais posé de problème pour savoir si elle allait manger ou pas. Et le frigo, même si elle n'en avait pas, en tout cas, le garde-manger était toujours plein pour elle. Ça veut pas dire que ces sujets avaient toujours de quoi manger. On peut parler des grandes famines en Irlande à la fin du 19e, ou qui étaient pourtant des sujets de Sa Majesté. Bah tiens, Mo Godat, un ancien ponte de chez Google, déclare que, ouvrez les guillemets, si on allouait 4% du budget pour l'armement dans le monde, plus personne ne mourrait de faim. Et pour 10 à 12%, tout le monde sur Terre aurait accès à la gratuité des soins. C'est beau. Tu fais des maraudes de temps à autre. Oui, c'est vrai. En quoi ça consiste et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Ça fait 3 ans et demi. Ouais. Je fais des maraudes. C'est un pote qui est monteur vidéo, qui a mis une petite annonce sur Facebook, qui cherchait des bénévoles. Alors les maraudes, c'est aller à la rencontre des SDF, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et donc j'ai dit, bah tiens, je proposais à ma femme, on dit, on va essayer. Et en fait, c'est très sympa. Ça peut paraître bizarre de dire que c'est très sympa, mais parce que tu crées un lien avec les gens. La première chose, c'est l'écoute, d'échanger avec eux. On leur apporte des boissons chaudes, mais c'est le prétexte à la discussion. Il y a des gens qui leur font à manger. Moi, je récupère plutôt des vêtements, je leur apporte des vêtements, ou j'achète des sous-vêtements, chaussettes, slips. C'est ce que j'achète en général, des duvets, des choses comme ça. Stéphane Bollard fait partie de cette association. Okay. On en parlait tout à l'heure de Steph. Aussi, il est venu, j'en ai parlé, il m'a dit, ouais, je vais venir. Ça doit faire 2 ans, je pense qu'il est là au moins. Okay. Donc on fait ça 2 fois par mois sur Paris. Et voilà, c'est l'humanité. Tout simplement. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au début, on allait vers les gens. On avait à peu près la moitié des gens au fur et à mesure qu'on connaissait. Les autres partaient, d'autres arrivaient, mais tu fidélisais une partie des SDF que tu rencontrais. Il n'y a pas que nous comme maraudins sur Paris. Heureusement, il y en a beaucoup tous les jours. Et il y a beaucoup de SDF. Et au moment des JO, ils ont un petit peu fait disparaître toute la misère pour faire croire que Paris était une belle ville. C'est une belle ville, Paris, mais il y a aussi des gens qui sont malheureux, qui n'ont pas grand-chose. Donc ça a été un petit peu plus compliqué après les JO pour retrouver nos parcours habituels et nos SDF. Mais ce qui s'est passé étonnamment, c'est que maintenant, on a un point de départ. Du côté de Châtelet, on a un petit point de départ là. Et il y a des SDF qui sont là sur notre point de départ. Dès le départ, ils sont là, ils arrivent même avant nous, parce qu'ils savent qu'on va venir là, ce jour-là, à cette heure-là. Et ça fait plaisir, parce que des gens qui étaient un peu renfermés, qui osaient, au début, tu leur parlais, vous voulez quelque chose? Non, merci. Non, merci. Non, rien. Maintenant, c'est eux qui viennent à toi. Et là, tu te dis, ça fait plaisir parce que tu as réussi à créer un échange humain. Tu parles avec ces gens, un peu de tout, etc. Il y en a avec qui, je voudrais bien un bonnet, je vais vous amener un bonnet la prochaine fois. Tu les appelles par leur prénom. Tu as créé un lien avec ces gens et c'est, je vais dire, c'est beau, c'est sympa. On fait même de l'humour avec eux. Moi, ça m'arrive de leur faire de déconner un petit peu, de faire des blagues et c'est les premiers à rire. Et là, ça t'apporte du bonheur en fait. Pour eux, ça leur apporte un petit peu de bonheur aussi dans leur quotidien difficile.
parce que c'est dur d'être dans la rue, de dormir dans la rue. Franchement, ils se font piquer leurs affaires, tu vois. Ouais, j'avoue. Vous avez besoin de gens, de monde, il faut en parler ou pas? C'est toujours difficile, ça aussi. Oui, on a toujours besoin de gens, mais on est une petite structure, nous. Tu sais, on n'est pas le SAMU social, on n'est pas l'association de Coluche, les Restos du Cœur, on n'est pas une grosse structure, donc toutes toutes les bonnes âmes sont les bienvenues, bien sûr. Mais c'est pas évident de s'engager sur un temps long. Il y a des gens qui viennent une fois, deux fois, trois fois, qui reviennent pas, et je peux comprendre. Mais en général, c'est très sympa à faire parce qu'il y a une bonne ambiance. Vous avez, il y a un nom dans votre... Ouais, ça s'appelle la petite vadrouille. Bon bah voilà, la petite vadrouille. Petite vadrouille 8 parce qu'il y en a plusieurs. On sait où vous trouvez alors. Ouais. Alors en conclusion, je vais être honnête. Quand on s'est rencontrés, je me suis dit, waouh, quand je serai grand, je voudrais faire Martial Leminou. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui souhaiterait suivre tes illustres pas, qu'est-ce que ce serait? Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Ah là là. Ben, tu veux que je te dise ce qui est rigolo? Je fais un petit peu de formation pour les comédiens. Et des fois, il y en a qui arrivent qui fait Monsieur Leminou, vous avez bercé mon enfance. Et là, c'est étonnant parce que comme tu travailles tous les jours, tu te rends pas compte que tu vieillis. Mais donc c'est flatteur et en même temps tu te dis j'ai pris un petit peu de vieux. Ouais. mais c'est sympa. Ouais. Et si j'avais un conseil, je dirais simplement que le théâtre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le théâtre c'est la base. Travailler les personnages au théâtre, jouer sur scène, c'est là où tu vas apprendre à gérer tes émotions, à sortir les émotions au moment voulu, à aller dans la profondeur du personnage, à l'incarner profondément. C'est tellement la base. Ça me manque un peu le théâtre des fois, mais j'ai tellement pas le temps. C'est ce que j'allais dire en fait. Comment ça se fait? T'as une telle envie de théâtre que... Ah, j'adore ça. Pourquoi t'en fais moins maintenant? Bah, le temps, j'imagine, mais... Écoute, on m'a proposé il y a pas longtemps. J'ai dit non parce que bon, je pars souvent de la maison il est 8h. Je rentre de studio, il est 20h. 20h30, après je réponds aux mails, je prépare des trucs, le week-end je bosse un petit peu moins maintenant, mais je continue à faire des prépas. Si je devais jouer le soir, rentrer dans ma banlieue, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué qu'avant pour se garer, avant il y avait un peu plus de place, rentrer chez moi à 23h30 ou minuit, mais je serais décalqué, ouais. Alors que je me couche assez tôt, j'ai une hygiène de vie assez saine, je me couche vers 22h30, 23h maxi. Une hygiène de rugbyman. Non, mais c'est important d'être en forme. Parce que le lendemain, t'es en plateau, t'es payé pour faire un travail, il faut que tu sois efficace. T'es responsable. Exactement. Ouais. Et tu dois respecter le contrat qu'on te propose le lendemain. Et être en forme pour ça. Bon, ça peut arriver que tu passes une mauvaise nuit, évidemment, mais le sommeil, c'est important pour avoir de l'énergie. Totalement. Absolument, monsieur Leminou. Donc, le conseil, c'est ça. Le théâtre. La base, elle est là. Le théâtre. Je suis arrivé dans le doublage parce que tu me poses la question. Ouais. M'engueule pas. ouais, tu m'as donné. Non, mais parce que j'y pense d'un seul coup. Vers l'âge de 38 ans à peu près, où j'ai commencé à travailler un peu plus dans le doublage. Tu vois, j'étais pas jeune, j'étais pas vieux. Comme George Clooney. T'as fleuri tardivement. Ouais, on n'a pas la même carrière. Oh. Ouais. T'as fait plus de trucs que lui. Hein. Regarde, Louis de Funès, c'est pareil. C'était tardivement, c'est après 40 ans qu'il a eu du succès. Ah ouais. Je dis pas que... Enfin, je me compare pas à Louis de Funès. C'est le Louis de Funès du dessin animé. Pas du tout. C'est monsieur Roger Carrel qui était si talentueux. Ouais. Mais voilà, en fait, on peut toujours, dans ce type de métier, travailler et arriver même tardivement. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où on va correspondre au rôle qu'on va nous proposer. Et pour ça, la base, c'est le théâtre. C'est le théâtre, c'est le jeu d'acteur, c'est d'avoir travaillé tout ça. Je sais que tu es très occupé, alors un grand merci de nous avoir accordé un peu de ton temps libre. Merci Mathieu, je crois qu'on a dû décaler ce rendez-vous 3-4 fois, non? C'est fort possible. Allez, salut l'artiste. Bisous.